Je sais pas si vous avez vu, mais X-Men Dark Phoenix, il se fait descendre. Ah ouais, X-Men, putain, il est sorti aujourd'hui. Ah mais oui, c'est vrai, on est le Vous l'avez 5. vu, vous Non. Non mais, super chaud. non mais il se fait descendre. Et donc, ouais, Dans il est les- sans Stark dedans, je sais pas si elle s'en sort pas trop mal. Non mais il Je se sais fait pas, vraiment c'est descendre. des histoires qu'on connaît déjà, de toute façon, non? Oui, c'est vrai, on l'a déjà On l'a vu. déjà vu. Descendre. Putain, mais il se fait descendre. Des putains de cendres, c'est un phénix. Mais vous faites chier. À chaque fois, je me casse le cul à trouver des bonnes vannes et vous les comprenez jamais. Ah, j'en ai marre, je me barre. Bouillard Bonjour et Je soyez reste. les bienvenus dans ce 120e... Ah, il est revenu, merde. 120e épisode de Comics Outcast, toujours ensemble pour parler des comics et de leurs univers, dans la bonne humeur et sous la pluie aujourd'hui. Ouais, on ne croirait pas qu'on est en juin Messi. Autour de moi, je suis triste aujourd'hui, autour de moi il y a les chroniqueurs et la relation, c'est Adrien. C'était quoi cette phrase de merde? Adrien de loin, il est content, et il y a aussi Grégo Quetrus. Ainsi que Nivra et bien sûr. Désolé, mon ordinateur a bugué lors de l'enregistrement. Ce n'est donc pas la faute d'Ike pour une fois, je tiens à m'excuser platement. Adrien. Comment vous allez bien tous? Est-ce que vous êtes aussi humide que moi? Ça dépend d'où. Sur le haut de ma tête parce qu'il pleut, pas actuellement bien sûr. Ah, ok. Grégo, tu lis quoi toi en ce moment? Alors, Vous êtes dégueulasse. retour sur les épisodes précédents, Grégory est toujours très pris par son travail et a peu de temps à consacrer à la lecture. Cela dit, il continue un peu Saga, qui n'a pas encore eu le temps de terminer, et un ami chroniqueur dans un podcast qui s'appelle Ben m'a lâché son gros TPB de Hellboy relié, etc. Machin. Donc je l'ai chez moi bien précieusement et je l'ai commencé. Ah, c'est la grosse deluxe, je sais pas quoi là. Library non, Edition, Library, Library ouais. Edition, Ils- que je lui ai offert d'ailleurs. ils m'ont finalement- en passant, Ah bah voilà. Lui offrir aussi, Bah mais écoute, il est chez moi. Si tu veux, je peux te le redonner. Ah, ok. Il y a un trafic de Hellboy. Et on viendra te voir tout à l'heure. On va aussi dire bonjour à Quetrus. Bonjour Quetrus. Bonjour Quetrus. Qu'est-ce que tu lis, bonjour Quetrus? Je lis ce qu'il faut lire pour le podcast. Donc t'as la même excuse que le voisin d'à côté, c'est ça? ouais, on Le retrouve- chien à manger Non, mais pas trop le temps en ce moment. des devoirs. En fait, on est tous les deux dans Burnout Magazine du mois de juin. ça. On a 4 pages d'interview. Là. Le magazine que les gens achètent parce qu'ils n'ont pas le temps d'acheter d'autres magazines. C'est ça. Exactement. Ouais, et le magazine Le Sommeil, c'est pour les cons. Pas mal aussi, je vous le La conseille. vie, des fois, c'est intéressant. Et Hélène, comment ça va? Et ben ça va. Et je vais arrêter de dire ton pseudo, Ouais, non, Nivray. mais c'est magnifique. Tu lis des trucs, toi, en ce moment? Pour l'émission, pour la prochaine Ah ouais, donc c'est émission. vraiment la dèche pour de celle dèche. d'avant. Ouais. Non, j'ai lu Le Prince et la couturière. Oui, c'est vrai que Ah, t'as- On dirait un peu cool. un nom de film porno d'ailleurs. J'aime bien. Mais what? Qu'est-ce qui se passe? Ah, attends, Le Prince et la couturière, c'est un peu. Bah non, on dirait un truc de Perrault. Ouais. Et j'ai lu Little Bird, mais on va en parler bientôt. Donc. Ça me fait penser à un podcast, ça. Et on va vous demander quel est le programme d'aujourd'hui. On a des revues comme d'habitude. Et voici ce qu'ils ont choisi. Grégo, tu nous parles de quoi, toi? Je vais vous parler de Stone Star. Est-ce que j'arrive pas à trouver une blague là-dessus? Non, avec tu n'arriveras pas à Stone? trouver une C'est blague. pas grave, de toute façon, à mon avis, le comics, c'est une blague. Quetrus, toi, tu nous lis quoi? The New World. The New World, c'est pas du tout hégémonique du tout. C'est. Pas du tout. Non? Non, c'est post-apo. C'est pas prétentieux? Un petit peu. futuriste. Et troisième comics, Nivray. Chouri. Shuri, qu'on connaît bien maintenant. Bah oui, la petite sœur de T'Challa. Et dans le reste de l'émission, en focus, on va parler du comics qui s'appelle The Boys, qui va bientôt apparaître à la télévision. Sur quoi? Sur Amazon? Ouais. Oui. Amazon Prime Vidéo. Et en fin d'émission, on discutera de la série Doom Patrol, qui, elle, est diffusée... Patrol. Elle sera Patrol, je sais pas pourquoi j'ai dit avec l'accent français du Sud. Sûrement sur Netflix, vu que Titans, qui est son spin-off, Peut-être. est déjà sur Netflix. Ce serait cool. Le moment. mais Putain, c'est j'ai sûr, en galéré fait. aujourd'hui. C'est sûr? Ouais. Ah, parce que j'ai rien trouvé. Si, D'accord, ça bah, va c'est être sur logique. Netflix, mais on sait pas quand. D'accord. Parce que Titans, ils ont pas attendu, hein. C'était très rapide. La Corse du Sud Wow. et la Ah. Haute-Corse, parce que c'est le 20, donc 2 départements d'un coup. Il y en a pas tellement, parce qu'en fait, d'une, je voulais pas être raciste, 2, je voulais pas m'afficher en prononçant mal les choses, parce que c'est chaud. Alors, Corse du Sud, on connaît bien Ajaccio, mais il y a aussi Bastelica et Bastelicaccia, qui sont peut-être voisines, je n'en sais rien. Il y a Canel. Conicoli Montici. On va voyager un petit peu. Ouais. Donc je le dis avec l'accent italien, pas corse, parce que voilà. Moi, je connaissais C'est Je vais parti, faire mon défoncer. Titi. C'est presque ça. Cutoli corticciato. C'est trop mignon. Grossetto plugna. Ça, je connais. Grosse prune. Eh oui, Ok. putain, tu fais corse.
Pianotoli Calderolo, Vico, Zosa. Et c'est la première partie. Des chips et des pâtes, quoi. C'est exactement pourquoi je les ai prises. Et Haute-Corse, Bastia, donc chef-lieu de truc, Bigorno, Calacuccia, Canari, Centuri, Favavelo, Galeria, Olmeta di Capocorso. Ça m'a fait rire parce que Pascal Olmeta et puis Piano, Pruno et Zalana. C'est pas mal. Je trouve ça plus joli. En fait, c'est dur de se moquer quand même, à part pour Grosso de Pruno, là. Alors moi, personnellement, je veux juste dire, je me suis pas moqué des Corses. Moi, je pense que truc. Moi non plus. Si vous recherchez, moi, j'aime la Corse. En fait, t'essayes de te protéger. Enfin, non, pas du tout. Je trouve que c'est de plus en plus difficile de rire des noms de villes. Je trouve que ça se corse. Et j'avais bien aimé la dernière fois machin de Blessac. C'est la suite de la blague d'intro. Tu sais, cette petite formation blague d'intro que t'as suivie dernièrement, ça porte ses fruits, quoi. J'ai fait un stage de blague d'intro. Là, c'était un stage intensif de 30 jours. Eh bien, on espère que tous les habitants de la Corse nous écoutent sur Internet et nous suivent sur les Internets aussi avec notre hashtag. On n'a pas de hashtag, mais on a un Twitter handle Comics Outcast sur Twitter et le Bouya Comics Club, ce qui est le groupe Facebook dans lequel on discute de nos lectures et de ce qu'on va voir ou pas du tout au ciné. En l'occurrence pour Dark Phoenix, qu'on n'a pas encore vu. C'est pour ça, c'est parce qu'on l'a pas encore vu. On ira le voir. Le film se fait décembre. Et sur ça, on va poser la question, est-ce que vous êtes prêts ? Oui. Grégo, il est prêt depuis avant l'émission, donc c'est bon. Comics Outcast numéro 120, c'est parti. Depuis 120 émissions, j'ai toujours du mal à trouver quelle est la pire intro. À chaque fois, je me dis c'est celle-là. Les revues, nous avons choisi 3 comics que nous avons lus de notre côté et on va parler de chacun d'entre eux dans cette première partie d'émission. Et la première, en fait, on n'a pas décidé, mais on va dire que c'est Nivray. Ok. Elle le savait. La première, j'ai fait ok, il n'y a pas le choix, quoi. Elle le savait. On va parler de Shuri, donc, sorti chez Marvel Comics en octobre 2018. C'est écrit par Nnedi Okorafor et illustré par Leonardo Romero. Et on retrouve une personne qu'on connaît très bien dans Comics Outcast à la couleur, c'est Jordi Belair. Oui, mais Belair, enfin, en américain, pas Belair. Belair. Oui, et alors les deux que tu as cités, c'est surtout sur les 5 premières issues, puisqu'après ça change. D'accord. En l'occurrence, Leonardo Romero, et ouais, vraiment juste là sur les 5 premières. Et après, ça n'a plus rien à voir du tout graphiquement. Donc, Shuri, j'ai lu du 1er au 5e, puisqu'après ça a changé graphiquement et je trouvais ça plutôt moche et j'aimais pas du tout. La 5e est sortie au mois de mars, donc c'est toujours en cours actuellement. Je sais plus, ils sont à 9 ou à 10 déjà annoncés. Qu'est-ce que c'est ? Alors, Shuri, on la connaît si on a lu les comics Black Panther et on la connaît surtout si on a vu Black Panther au cinéma, puisque c'est la petite sœur de T'Challa qui était assez bien mise en avant dans le film et pareil dans les films Avengers, Endgame et Infinity War, on la voit dedans. Le comics repart un petit peu inspiré de ce qui s'est passé dans le MCU. Parce qu'on retrouve une Shuri qui physiquement ressemble un petit peu quand même à Letitia Wright, l'actrice. Et pareil dans les costumes, enfin, c'est très inspiré du MCU, plus que des comics originaux et précédents. Donc ce qui se passe, c'est que Black Panther part en mission dans l'espace. C'est vrai que c'est pas des trucs que t'entends. Non mais en fait, ça aurait pu être un comics. Non mais ça aurait pu être choisi par Grégo, tout à fait. Donc il part avec son vaisseau spatial dans l'espace. Et du coup, Shuri se retrouve un petit peu seule au Wakanda. Elle cherche à savoir ce qui s'est passé puisque ça fait une semaine qu'ils sont partis, c'était censé revenir et ils ne sont pas revenus. Et on apprend que il y a quelque temps, Shuri est morte, tuée par l'armée de Thanos avant de revenir. Pendant qu'elle était chez les morts, elle a récupéré des pouvoirs qui lui permettent de se déplacer, de voler, de se transformer en petit oiseau qui vole. Elle est nommée l'Ancient Future, donc l'ancien futur, par les anciens. Et en fait, elle a les anciens qui lui parlent autour de sa tête en permanence. Un petit peu schizo, un petit peu bizarre. Elle est obligée de se boucher les oreilles des fois pour pas les enfants. Oui, quoi, parce que... exactement. Et elle a un super pote qui est hacker avec qui elle parle par chat. Et dans tout cet univers un petit peu bizarre, il y a un problème, c'est qu'il n'y a plus de dirigeants au Wakanda. Et du coup, les femmes du Wakanda se rassemblent à l'Elephant Trunk pour décider de ce qui va se passer. Et elles vont demander à Shuri de prendre le lead en l'absence de son frère. Elle a déjà pris dans le passé la place du Black Panther, donc on lui dit fais-le. Et sauf qu'elle n'est pas trop d'accord, puisqu'elle préfère quand même chercher son frère. Elle trouve que c'est vachement plus important. Comprendre pourquoi il n'est plus là, quoi. Exactement, donc ça c'est dans les 2 premières issues à peu près.
Et donc, dans sa recherche de son frère, elle va se retrouver aidée de Storm, qui est la nana actuelle de T'Challa, et de Ikoko, qui est l'ex de T'Challa. Donc, c'est une bonne équipe de nanas, toutes à la recherche du Black Panther. Et donc, du coup, ils vont envoyer l'esprit de Shuri dans l'espace pour tenter de retrouver son frère. Et là, tu dis, ok, pourquoi bien pas. Sûr, oui. Je vais aller jusqu'au bout et spoiler la 3e issue parce que je pense que c'est pour expliquer à quel point j'ai décroché après. Et donc, du coup, son esprit se retrouve propulsé dans l'espace. Mais où dans l'espace ? Eh ben, dans Groot. Du coup, Shuri se retrouve à l'intérieur du Groot. Et au lieu de dire I am Groot, c'est I am Shuri. Et voilà. Donc, oui. Je t'ai rarement vu choisir un truc qui t'a déçu. En fait, alors, pour tout dire, c'est que j'ai beaucoup aimé les covers. J'avais lu les 2 premières issues où ça va, et j'avais pas fini en fait la 2e. Du coup, je m'étais dit, c'est nickel, c'est une cover, j'aime bien les comics avec des filles, je présente très souvent des comics avec des personnages féminins. Et quand j'ai lu la fin de la 2 et la 3e, j'ai fait, c'est pas possible en fait, c'est pas ça que je venais chercher, pas du tout. Je pense que Grégo a besoin de dire quelque chose. Moi, j'étais inquiet que t'aies bien aimé, en fait, que ce soit un comic que t'aies affectionné et que tu nous l'aies présenté pour ça. Mais je peux à mon tour donner mon avis, là. Ouais. Comme toi, en fait, je pense que il y a l'aspect déjà le premier truc qui m'a choqué, c'est cette histoire d'envoyer T'Challa dans l'espace. Ouais, sans trop d'explications. Voilà, c'est l'univers Marvel. En plus, c'est il l'envoie dans un trou noir même. Oui, il l'envoie dans un trou de verre, mais genre. Ils sont déjà allés dans l'espace, ils n'ont pas besoin de refaire des missions d'exploration. C'est comme si la ville de Brest envoyait un bateau pour explorer ce qu'il y a à l'ouest, en fait, tu vois. Et en plus, ils envoyaient genre Emmanuel Macron et tu vois. Enfin bref, bon, c'est l'excuse pour voilà. Alors du coup, elle a construit une fusée, mais déjà, j'ai décroché là, parce que aussi. C'est la 3e page, ça. Hein. Ouais, c'est l'aventure Picsou, quoi. Tu sais, c'est Picsou qui a une fusée et qui va dans l'espace. Ça passe dans Picsou. Mais en plus, ce qui me fait rire dans ce passage-là, c'est que t'as un flash info qui explique, qui dit. Attention, il y a une fusée qui va bientôt décoller. Et t'as un encart où ils disent simplement les affaires, quelque chose nous empêche de savoir pourquoi est-ce que T'Challa fait ça. Mais bon, ça doit être sérieux parce que c'est l'État. Tu vois, genre, mais putain, posez-vous la question. Non, et du coup, ça n'inquiète personne. Et du coup, là, j'ai premier décrochage. Et après, en effet, comme tu disais, t'as ce personnage de Shuri qui est plus ou moins une copie carbone de celle qu'on voit dans les films. Et du coup, tu as l'impression de lire un gros comics d'appel, en fait, pour amener des lecteurs, des spectateurs du MCU qui ont aimé le personnage vers les comics, parce qu'ils te raccrochent vraiment au MCU. Et le pire, c'est quand elle se retrouve dans Groot, où là, je me suis dit, ah mais non, pourquoi ils font ça ? Puis après, je me suis dit, c'est pour dire, regardez, on a d'autres personnages connus dans les films, vous les connaissez bien, et on les mélange, c'est trop bien. Et non, c'est pas trop bien du tout, parce qu'il y a zéro intérêt en fait. J'ai lu les 3 premières issues, donc et vraiment j'ai trouvé ça extrêmement maladroit, sans compter que j'ai pas du tout accroché au dessin. Les covers sont hyper belles. Les covers sont hyper belles, sont magnifiques. Je me suis dit cool, j'ai ouvert la première page, je me suis dit quoi, je suis revenu sur la couve, j'ai fait ok. Et après, en plus, après la première page, t'as une cover. Donc tu fais ouf. Et après, tu reviens sur les dessins. Il y a certains passages t'as des flashbacks d'enfance qui sont encore dans un autre design. Enfin, je sais pas, le mélange est un petit peu étonnant. Ouais. Que Trus, ton avis sur Shuri ? Alors le I am Shuri, c'est pas possible. Ça c'est sûr. Alors j'ai trouvé ça, en tout cas le début, les 2 premières issues en tout cas, à la fois bien et à la fois un peu what the fuck. C'est vrai que pourquoi envoyer Black Panther dans l'espace ? Et en fait ils auraient pu trouver une autre truc, genre au fond de la Terre, tu vois. Il y a un trou quelque part au Wakanda, puis ils vont rechercher, je sais pas, n'importe quoi, ils auraient trouvé quoi. Oui, mais dans ce cas, il n'y a pas Groot. Parce que pourquoi je dis ça ? Parce qu'en fait, l'idée que Black Panther soit plus là et qu'en fait les femmes se retrouvent à décider, tu vois, en fait leur assemblée en dessous du grand baobab, le pied d'éléphant, c'est ça, le tronc d'éléphant, c'est le conclave de femmes qui apparemment c'est plusieurs fois répété dans l'histoire du Wakanda. Ça, j'ai trouvé ça assez mortel, le fait qu'ils décident qu'elle devienne Black Panther à la fin de la première issue. Ça c'est ouf en fait, et bon malheureusement après c'est un peu coitus interruptus, c'est-à-dire que non finalement. Mais en fait il y a quand même de la matière, tu vois, il y a un truc là-dessus qui traite du Wakanda, une partie du Wakanda que moi j'avais pas trop connu, et j'aime bien Shuri, j'adore le personnage,
Et ça m'a accroché. Après, je trouve que Shuri, c'est un peu Q survitaminé, boosté aux hormones et qui est super intelligente, qui trouve tout. Voilà, ça c'est un peu n'importe quoi, genre la capsule corpse, tu vois, comme dans Dragon Ball. En fait, c'est une feuille de métal, elle le jette et puis t'as un véhicule. une moto de jet, c'est mais d'un ridicule. autre côté, elle te réinvente les ailes de Falcon, quoi. Oui, Elle est trop contente. Ouais, Ça sert à rien. j'ai réinventé Ouais, une calculette solaire, quoi. Ouais. Le fait que les anciens Elle lui baise. parlent, c'est pas mal, et qu'ils l'appellent Ancient Future. Ancient Future, pardon. Ça, c'est mortel aussi comme idée, ce genre de truc. Mais voilà, après, c'est. Donc, il y a quand même du bon à prendre dedans. Genre, par exemple, les dessins, les couvertures, c'est quand même assez stylé, quoi. Mais ouais, après, c'est un peu trop n'importe quoi. Ils sont un peu trop lâchés sur l'écriture. Puis en plus, tu sens bien qu'il y a quasiment. Enfin, au bout de trois numéros, tu sais pas où tu vas, c'est un peu décousu en fait. Ouais, mais ça, à la limite, ça me dérange pas. C'est un peu. Moi, ça m'a un peu. Pourquoi pas si après c'est bien. Mais... Ouais. En fait, tu aurais pas eu ces espèces de trucs humoristiques bizarres avec Groot, ce serait peut-être mieux Bah passé. ouais, vrai, tu c'est sens vraiment le. Regardez, c'est chez nous ça aussi. C'est pas d'ici qui fait ça. Ouais. Tu vois comme ça, toi? Ah, je suis. Moi, ça pue le. Alors, crossover, ça pue quoi. la référence. Ouais. Le futur crossover. Mais du coup, ouais, j'ai feuilleté un petit peu la suite et c'est pas le premier des crossovers. On a de l'Iron Man, d'accord. du Spider-Man, on a pas Ouais, mal de donc c'est choses. bien. Donc c'est vraiment un Bienvenue chez produit Marvel. qui a été conçu, Ouais. quoi. C'est même pas une histoire, c'est un produit genre, ok, on a un arc, il faut qu'on mette ça là pour que ça génère des ventes à droite et à gauche. Et autre aspect aussi, le Wakanda, j'ai été très déçu du coup de sa T'avais pas de représentation lion, en fait. En fait, il y a une case un peu sympa où on voit un peu la vie de tous les jours, etc. devant leurs écrans. Mais après, finalement, c'est des grands buildings à la. On voit un petit peu les marchés quand même, Ouais. un petit peu. Ouais, un mais... petit peu, mais après aller dans un grand bureau new-yorkais, bon, c'était un peu fainéant, je trouve. Et vous avez compris son truc avec les oiseaux, là, comment elle se déplace? Bah, Je sais pas si Ça, c'est des pouvoirs c'est le qu'elle pouvoir qu'elle a eu quand elle est morte. Ah, d'accord, ok. Mais justement, Ouais. c'est Mais c'est pas très bien expliqué tout parce ça. qu'elle se casse le dos à fabriquer des ailes métalliques avec Alors sa qu'elle propre, Ouais. sa propre intelligence. Oui, mais c'est pour Et son juste pouvoir. après, elle Ouais. fait, oh, bah non, Non, faut mais c'est voler. pas pour elle. Et après, il fait, oh, mais t'as encore volé, c'est pas bien de voler, on t'avait dit. Mais attends, vous lui donnez ses pouvoirs, elle peut pas s'en servir, wesh. Ouais, c'est vrai, pourquoi? Ouais. Viens en bus. Ah, mais c'est ça, c'est genre. C'est en et pleine genre, brousse, mais ça peut démerde-toi. même pas se faire engueuler, quoi. Bref, est-ce que. Enfin, tu avais quelque chose à rajouter sur. Non, bah tu vois, j'ai noté mais, bof. Et il y a aussi, j'ai noté aussi qu'il y avait quand même beaucoup de blabla pour l'histoire finalement qui était racontée. C'est-à-dire qu'ils essayent de t'expliquer plein de choses, mais en fait, ça a presque pas de valeur. Tu vois, tout le truc avec le conclave des femmes et tout, c'est intéressant, mais en fait, dans l'histoire, ça apporte finalement C'est pas juste grand-chose. pour. Tu vois. Ouais, Parce que finalement, ils disent, du coup, tu es Black Panther, tu dis bah non, puis voilà. Voilà, c'est juste pour moi. En fait, C'est un peu, ouais. ça appelle plein de trucs, c'est assez facile. Et même, alors peut-être que si tu as lu les deux suivants, mais il y a aussi l'histoire de cette autre fille qui est Oui. emmenée avec elle. Ça a un sens ça, après ou on oublie? Ouais, parce qu'en fait, elle est rentrée dans l'insecte. Ouais, elle est rentrée dans Et l'insecte. du coup, après l'insecte, il vient sur Terre D'accord. pour attaquer. Ouais. Ok. Je ne lirai pas la suite. Donc, Nivré, tu recommandes? Pas du tout. Deuxième titre, Grégo, Stone Star. Oui. Oh, on va rester à un niveau. Écrit par Jim Zub. Zub, j'ai envie de prononcer Zub. Ok. Zub. Bah, c'est son nom, écoute. Hein, c'est écrit Franchement, sur la couverture, donc on peut le dire. Jim Zub. Si j'étais devenu Avec dessinateur, j'aurais pris exactement ce pseudo. Donc, Bah, j'espère qu'il n'est pas français. Illustration Max Dunbar et à la couleur Espen Grunden. Je vais pas le lire. Comixology édition. Originals. C'est sorti en mars de cette année. tout à fait. Qu'est-ce que tu as à nous en dire? Alors, qu'est-ce que j'en ai à en dire? Déjà, le processus de sélection, il a été très simple. C'est, oh là là, il faut un comics pour la semaine prochaine. Voyons voir ce qu'il y a un petit peu de disponible. Et là, tout de suite... Analyse de la couverture? Et voilà, Comixology me Scan. propose, regarde ça. Stone Star, qu'est-ce qu'on voit dessus? Un vaisseau, Un point. un point. Il n'y a pas un robot aussi qui traîne dans un coin à droite? Si, En bas, c'est un un peu robot. robotique. Ouais. Et puis on limite le personnage avec le sombrero, là il est musclé là. Puis il y a Star dans le Il y a du titre. Et il y a muscle. Star, donc Il y a bon. du muscle là en bas à droite. Si, c'est validé. Ouais, alors bon, validé, j'ai dit ok, on part là-dessus, un petit peu de Space Opera, ça faisait longtemps parce que je reviens de Isola et Conan quand même, qui était... Ah putain, Isola, c'est il y a longtemps! c'était il y a 3 émissions. Oui, Bref. ça fait un mois et demi. Stone Star, déjà en plus des dessins, alors pas extraordinaires, des dessins je dirais qui font le job. Oh, t'es vache, je trouve. C'est pas Ils mal. font le job. Un petit- Wakfu. Ouais voilà, Il y a un c'est... côté un peu enfantin. Il y a peut-être. un côté classique, enfantin, c'est très loin d'être moche, c'est même plutôt chouette,
mais ça manque peut-être un petit peu de d'âme, et de personnalité, parce qu'on peut voir. Moi, je dirais que c'est le dessin classique du comics, tu vois. J'ai l'impression un peu. Tu veux dire le truc générique que beaucoup d'artistes utilisent pour faire un truc un peu... parce que clairement, moi ce que je vois, je donne mon avis, mais je ne vois pas, mais les personnages ont un côté un peu asiatique qu'on retrouve dans pas mal de publications pour les jeunes en ce moment. Donc le dessinateur, il a bossé sur Teen Titans, donc il y a peut-être... D'accord, c'est ce que je vais chercher. Pas tant que ça, mais je vais pas tracher le dessin parce qu'il c'est loin d'être moche, c'est propre, voilà, ça fait le job. Voilà, premier point. Les couleurs sont assez chouettes aussi. Et c'est plutôt au niveau de l'histoire finalement que j'ai été assez rapidement gêné. Première chose, ça nous parle en fait d'un vaisseau monté sur un astéroïde qui s'appelle le Stone Star et qui circule à travers la galaxie pour venir divertir les différents mondes qu'il visite. Comme chacun le sait, les divertissements principaux dans ce genre de galaxie et d'univers space opéra, ce sont des combats de gladiateurs. Oui. Puisqu'on l'avait déjà vu dans VS il y a 2-3 mois, je crois, au moment de la Thor rentrée. Ragnarok. Thor Ragnarok également. Donc, premier cliché, le combat de gladiateurs. Alors, combat de gladiateurs, on peut tout de suite se projeter sur la suite du scénario. Très probablement que notre héros principal va se retrouver dans cette arène à un moment donné. La question est comment va-t-il s'y retrouver ? J'ai dit héros principaux ? T'as dit un héros. J'ai dit un héros, voilà, c'est une catastrophe. Donc le héros principal qui s'appelle Dale ou Neil, je sais plus. Ça ressemble à un autre mot mais c'est écrit différemment. Ouais, c'est Dale, appelons-le Dale. C'est un petit voleur qui subsiste sur cet énorme vaisseau spatial construit autour d'un astéroïde qui est le Stone Star et qui vit de menus larcins avec son compagnon verdâtre, dont j'ai oublié le prénom, un truc en us. On va l'appeler Animal Boy. Cassius. J'ai envie de l'appeler Cassius. Et donc l'histoire commence où il s'empare d'une cargaison sur les quais de façon très très peu discrète. Et en fait, lui, il a un problème, c'est que dès qu'il touche une machine, la machine fait n'importe quoi et s'emballe. Et là, en l'occurrence, le petit train de marchandises se met à atteindre une vitesse folle et fonce vers le marché. Au niveau du marché se trouve un personnage mystérieux qui porte un sombrero et qui va lui sauver la vie en faisant une pirouette façon trailer de Star Wars par-dessus le wagon et en attrapant notre Dale par le col et en lui sauvant la vie, puisqu'après le wagon va se cracher dans le décor. Et c'est donc le début d'une amitié profonde et sincère entre les deux personnages, puisque on va apprendre que le personnage au sombrero s'appelle Vormes, je crois, et il est en fait professeur de gladiateur. Je ne sais pas comment ça s'appelle la matière. De gladiation, peut-être. Le gladiatisme. Les grandes gladiations. Et il est professeur de gladiation. Et donc, c'est bien connu, ce sont des personnages qui s'attachent très vite aux enfants des rues qu'il ramasse, comme ça. Sans raison. Voilà, notre personnage principal, la Dale, va retourner à ses occupations. Petit détail, oui, on va s'apercevoir aussi quand il s'énerve, il fait un petit peu des éclairs avec ses doigts façon Thor. Probablement qu'il a des pouvoirs, probablement que ça va être une sorte d'élu par la suite. Donc, nouveau cliché. Et donc, il va refuser la proposition de Vormes de suivre l'enseignement des gladiateurs. Donc, on devine que finalement, il va accepter au bout d'un moment. Et il va retrouver son copain. Ils vont repartir vers leur menu larcin et ils vont tomber sur les docks sur une tentative d'exécution d'une partie du gouvernement de la planète sur laquelle le vaisseau est arrivé. Ouais. Famille royale locale. Et évidemment, ce petit bonhomme, réaction totalement cohérente et saine de la part d'un voleur, il va sauter pour aller défendre ces personnes devant un gladiateur et une vingtaine de gardes, je crois. Et ça va être un peu le début de leur aventure, puisqu'ils vont se retrouver à aider un des membres de cette famille royale à fuir un petit peu Est-ce que tu peux juste l'autorité. Rappeler ce qui se passe quand le personnage principal intervient ? Qu'est-ce qui se passe dans l'histoire ? Qu'est-ce qui se passe dans l'histoire ? La mère d'un des protagonistes meurt. Oui. Disons qu'il ne reste plus qu'une survivante. Oui, il c'est reste ça. une survivante, ouais. À cause de c'est un lui. détail.
à cause de lui. S'il avait pas, oui, mais s'il n'avait pas attaqué, ils seraient tous morts. Ça, il en a sauvé une, potentiellement. La dernière personne reste avec la mémoire de la. C'est le cliffhanger de la première échoue. Il dit tuez-les, et lui il dit oh non, je peux pas supporter de voir des gens que je connais pas mourir devant moi, donc je vais aller les sauver. Et à l'après, en effet, dans l'épisode 2, il arrive à en sauver une. Bref, je vais arrêter là le résumé. J'ai pas passé un mauvais moment, mais j'ai pas trouvé ça extra. Je pense qu'il y avait le potentiel pour faire mieux, en fait. C'est une histoire qui se raccroche sur pas mal de clichés et de choses déjà vues. Et j'ai trouvé que les personnages, finalement, marchaient pas si bien que ça. Et j'avais du mal à comprendre leur évolution. Je trouve qu'ils ont des comportements trop brefs, ils deviennent trop vite amis, ils construisent trop vite des relations profondes entre eux. Et il y a beaucoup de choses qui vont trop vite. En fait, on a l'impression que c'est juste une suite d'événements que les auteurs avaient envie de raconter et de dessiner. Et je trouve que la sauce prend pas hyper bien. C'est pas mauvais, c'est pas génialissime. Il y avait moyen de faire mieux, je pense. Surtout quand il y a quelques émissions, on a parlé de Vies, que j'ai beaucoup plus apprécié moi, sur à peu près les mêmes thèmes. Mais c'était Isa Dribik aussi au dessin. Donc. Queutrus, est-ce que toi, tu as été séduit par les traits de Stone Star et son histoire son histoire. Les traits, oui, moi je trouve que c'est plutôt pas mal. C'est un joli mix entre ce qui se fait dans le comics et aussi dans la bande dessinée européenne. Tu vois, enfin, sans vraiment que ce soit du Landfeust dans le dessin, tu vois, t'as un peu les mêmes ficelles un peu utilisées dans le dessin, dans les personnages, un peu, tu vois, des stéréotypes de héros, puis les stéréotypes de la femme, etc. De celle qui va sûrement devenir sa copine, ce genre de truc. Donc, c'est comme tu dis, c'est assez classique, mais ça marche assez bien. Ça fait le job. La couleur est vraiment maîtrisée, je trouve. Il y a quand même, tu vois, à un moment donné, il y a un paysage dans une forêt. Tu vois, avec des lianes, c'est quand même, c'est assez joli, quoi. C'est même très beau. Donc ça, c'est cool. L'histoire, voilà. Je crois que Grégo a tout dit. C'est pas fantastique. Livret, toi, pareil. Est-ce que tu as vécu la même expérience avec Shuri qu'avec Stone Star? Non, ça a quand même été vachement plus sympathique. Donc ouais, comme disait Grégo et Queutrus, les dessins, ça va. C'est pas exceptionnel, mais ça fait le job, quoi. C'est plutôt cool. Et après, c'est vrai que l'histoire. Alors, moi, j'ai plus noté que ça va être que 5 issues. Donc là, on est à 3 de sortie. Et que j'ai l'impression qu'ils nous ont installé un univers qui a l'air un peu gros, juste pour ça. Ouais. Que si là, ça s'arrête dans 2 issues, je vois pas trop. C'est vrai que. Ils vont pas pouvoir nous raconter grand-chose, je pense. Tu me l'apprends, et je suis assez surpris parce que. En fait, quand tu lis sur Comixology, c'est écrit 1 à 5. Alors oui, c'est vrai, sauf s'ils font plusieurs. Ils parlent en TBB peut-être sur Comixology, mais j'ai l'impression que ça s'initie au 5. Donc ouais, ça me fait un peu peur là-dessus parce qu'ils ont. Je sais pas, ils présentent des univers quand ils présentent au début en disant que. Ouais, du coup, on fait de l'entertainment parce que tout se passe bien dans l'univers. Et puis la famille royale, on te la présente avec une petite intro, histoire et tout ça. Lui, il a l'air d'avoir quelque chose, ce gamin qui fait des éclairs avec ses mains. Mais s'il reste que 2 issues derrière, je comprends pas trop, quoi. C'est vrai que ça va extrêmement vite. T'as le personnage qui sauve la vie du protagoniste, qui se retrouve à le mettre directement sur la suite de son histoire. Et lui, oui. Enfin, il dit oui à tout. Et puis en même temps, il est très résilient. On a 4 personnages, on sait rien sur eux, en fait. Il a 2 doigts de mourir, mais il se fait interrompre. Enfin, son exécution se fait interrompre pour une raison un peu sympa. Mais voilà, à chaque fois, c'est genre tu fais ça, mais non, ok, bon je le fais. Et tu sais très bien que on te met devant le truc intéressant, le personnage refuse, 3 secondes après, il va tourner la tête ou quelque chose va le pousser à aller là-bas, quoi. Et tu sais que ça arrive et c'est pas très subtil des fois. Ouais. On recommande, Grégo? Est-ce qu'on recommande? Je vais pas ne pas recommander. Je ne vais pas recommander non plus. Si vous avez envie de le lire, lisez-le. Faites-vous votre idée. Merci. Mais je pense que quand t'es ado, c'est cool. Ouais, c'est ce que j'avais en tête. C'est la lecture ado vraiment sympa. Il est classé en 12+, d'ailleurs. Je trouve ça peut-être un peu élevé, tu vois. 12, ouais, carrément. Ouais, je ne saurais pas juger là-dessus. En fait, c'est exactement ce que je pensais en préparant mentalement ma review. C'est le genre de truc que j'aurais kiffé lire à 12-13 ans, quoi. Ouais, c'est ça. Alors, 3e comics, le seul que j'ai pas lu, c'est The New World, au cas où j'avais pas le titre. Écrit par. Alors, est-ce que tu viens prononcer le nom de l'auteur ou... Ouais, attends, je vais le retrouver. Je swap. C'est Aleš Scott. Ah ouais. Mais le S, je sais pas comment il se prononce. Ouais, je sais pas, c'est Aleš Scott, un truc comme ça.
Et d'ailleurs, c'est très rigolo parce que quand tu tapes son truc dans Google, d'abord Alan Scott, tu tombes pas sur lui, il te propose Alan Scott. Ah, c'est pas cool. Et c'est pas du tout ça. Et vieux souvenir. Tu voulais continuer sur Oui, non, illustration, je pense que c'est un frère et une sœur. Tradmore, alors je sais pas, oui, je pense, ou c'est peut-être des maris et femmes. Des maris et femmes, ouais. Tradmore et à la couleur Evermore. C'est sorti chez Image Comics en juillet de l'année dernière. Ah, ils sont aussi un flatteur, je sais pas ce que c'est. Un aplatisseur. Je pensais que c'était un mec qui leur disait que c'était bien. Ah, c'est bien ce que vous faites. Et c'est fait par Yes Flat. C'est pas le bouton que t'appuies à la fin, tu sais, quand t'as tout éclate, tu fais aplatir, c'est pas ça? Ah, je sais pas du tout. C'est un métier, ça? Ouais, c'est un métier. J'ai pas trouvé, en fait. C'est marrant parce que j'avais noté que les dessins étaient flats, justement. C'est le mec qui fait les aplats, non? C'est vrai, il y a beaucoup d'aplats. Dans la mise en couleur, ça doit être la personne qui s'occupe des aplats. Il y a déjà un coloriste, en fait. Ça. Et c'est ça qui est bizarre. Alors, si vous connaissez les comics, j'ai pas eu le temps de plus chercher ça. Alors oui, The New World. Donc il faut savoir que le 15 avril à 8h15 de l'après-midi, en 2037, les gens étaient tranquillement comme ça, et paf, 5 bombes nucléaires sur 5 grosses villes américaines tombent. Et donc, j'aurai 75 ans ce jour-là, c'est mon anniversaire. T'auras 75 ans? Je sais pas combien. Eh bah, sois pas aux États-Unis. Okay, cool. Du coup, vous non plus, auditeurs, quoi. Faites gaffe. Parce que, oui, alors on sait pas pourquoi, c'est revendiqué ni par une nation, ni par un groupe terroriste. Mais, bien évidemment, ça fout la merde complète aux États-Unis. Plusieurs pays, sous prétexte de vouloir leur porter secours ou autres, s'amusent quand même un peu à rester un peu, tu vois, à coloniser un peu les États-Unis. Donc tu as un grand no man's land au nord, très très gros no man's land, terre irradiée, etc. Tu as complètement à l'est les États-Unis est américaines. Ouais. Et t'as l'Union des fédérations, donc qui se fait par plusieurs pays, etc. Mais t'as un petit village d'irréductibles, ou plutôt une grande bande d'irréductibles, qui a su résister à ces invasions barbares, il faut bien le dire, et aux guerres, grâce notamment au fait qu'ils ont respecté les traditions et les valeurs américaines. C'est comme ça que c'est écrit, hein, mais j'ai trouvé ça très drôle. Et ça s'appelle The New California. Ah bah oui, donc c'est là-bas que... C'est ça. Okay, c'est toute la bande sud donc, des États-Unis qui est protégée au sud par ce qu'on appelle le Grand Mur américain. Ah, voilà. Celui qui a été construit 25 ans avant. Exactement. Et donc, on arrive, donc l'histoire se passe en New California, à Los Angeles, et on retrouve Stella Maris, qui est... habillée avec une armure blanche, des armes, etc., et qui semble parler à quelqu'un qui est en régie. Et on comprend en fait qu'elle est une gardienne pour l'émission The Guardians, mais qui n'est pas non plus une émission, mais aussi des agents du gouvernement. Et qu'est-ce qu'ils font? Eh ben, ils vont déloger les parasites de la société en live, leur casser la gueule, et les gens votent à la fin, par État, pour savoir s'il faut les tuer ou faut pas les tuer. Mais c'est l'Eurovision, mais en mieux. C'est l'Eurovision. Sachant que l'Eurovision, c'est déjà super. Alors, pour l'instant, c'est pas très original. On a déjà vu ça dans plein d'œuvres de science-fiction. Les gens, évidemment, votent pour qu'elle le tue. Mais elle le tue pas. Elle enlève son casque et dit, de toute façon, moi, je ne tue personne. Donc, c'est la rebelle. C'est une rebelle, exactement. Alors, c'est une rebelle et c'est une gardienne, donc qui fait bien son boulot, mais qui refuse de tuer les gens qu'elle arrête. En parallèle de ça, à l'endroit où est projeté, ou réalisé plutôt l'émission, on voit quelqu'un qui rentre, qui est accompagné par le producteur, une personne avec une cicatrice, des cheveux blonds et un pantalon avec à peu près 200 poches. 200 petites poches qui posent un problème au truc de sécurité. Le mec fait non, il faut que je fouille toutes vos poches, etc. Le producteur fait tu vas pas me faire chier avec ça, laisse-le rentrer, etc. Donc il lui présente les locaux, etc. Il pose un petit dispositif qui ressemble à une bombe, on ne sait pas trop quoi. Il s'excuse parce qu'il doit aller pisser. Il se barre et en fait, ce qu'il a posé, c'est un dispositif de piratage, tu vois, un peu style résistance contre le gouvernement, etc. Ça, c'est pour poser les deux personnages principaux. Ça affiche en fait un message de résistance sur les écrans. Exactement. Les écrans de tous les gens. Oui, c'est vrai, je l'ai pas dit, mais c'est ça. Ça doit être genre fuck the state police ou je sais pas quoi. Ouais, c'est ça. Fuck the system, the new world, etc. etc. Stella Maris, c'est pas n'importe qui, cette gardienne dont on a parlé au début, parce que c'est la petite fille du président de New California. D'ailleurs, on a une super page, une super planche où elle dîne avec lui dans le palais présidentiel, qui est en fait toute petite maison
Alors je me rappelle plus ce que c'est aux États-Unis. Je me demande si c'est pas c'est pas le truc de la scientologie à Los Angeles, mais c'est tout en haut d'une colline avec des grands dômes comme ça, etc. Dans GTA, pour ceux qui connaissent, c'est là où il y a la secte. C'est là où il y a la secte. Chacun ses références. Donc elle dîne avec son grand-père, qui est le président donc de la Nouvelle-Californie, et il lui dit oui, t'en fais qu'à ta tête, tu veux pas tuer les gens, c'est ce que le peuple veut pourtant. Elle fait moi je m'en fous, de toute façon je vais pas le tuer. Il lui fait mais oui, c'est pour ça que t'es toujours deuxième dans le classement des gardiens, et que j'avais le nom et ça y est, je l'ai oublié. Le machin. Que Logan Maximus, le premier, lui est premier au classement parce que lui il tue les gens, etc. Et il fait bien son boulot. C'est un grand mec en armure rose pâle, je sais pas trop pourquoi d'ailleurs, avec une épée, plein de gadgets, etc. Donc on comprend qu'en fait elle est un peu rebelle, mais que c'est quand même une fille qui est tranquille, quoi. Genre son grand-père c'est le président de la Nouvelle-Californie, elle est pétée de thunes, elle vit au dernier étage dans une suite d'un énorme immeuble, d'un immense immeuble. Voilà. Elle rentre chez elle, elle a un petit chat qui s'appelle Godzilla, mais elle a aussi une petite intelligence artificielle qui s'appelle Vass, je crois, c'est ça. Et donc, tu vois qu'elle discute de ses problèmes. Tu sens qu'il y a même une petite inimitié entre le chat et le robot. Le robot explique à Stella, il dit mais il a encore essayé de me tuer. Elle dit mais non, il a juste bouffé les câbles. Si, il a essayé de me tuer. Dans une autre case, après, tu t'aperçois qu'en fait le chat a été chié dans sa deuxième unité de rechange, etc. Donc en fait, c'est marrant, t'as un petit ressort comique entre l'intelligence artificielle et le chat. Elle s'endort. Après, elle décide d'aller en boîte, de s'éclater, d'aller en rave. Ouais. Pareil, de l'autre côté, l'autre héros qui s'appelle Kirby Shikaku Miyazaki. C'est pas un personnage hommage. Qui est en fait donc celui qui a hacké, qui est un hacker assez connu, en tout cas dans le Darknet apparemment, qui a plein de potes qui font ça aussi, qui est persuadé qu'il s'est pas fait choper du tout pour ce qu'il a fait. Il a tout à fait tort, parce qu'en fait ils sont en train de retracer, de trouver sa trace, de le retrouver, etc. Lui aussi va à cette rave. Alors lui il est marrant parce qu'il est un peu vegan, tu vois, straight, il boit pas d'alcool. Ouais, en 2037, tu vois. Ça fait chier son père parce que son père aime bien picoler, aime bien bouffer de la viande et tu vois machin. Les vraies valeurs. Ouais. Il est toujours en train de lui dire en fait t'as pas trouvé une petite copine ou un mec, tu sais, je suis ouvert, machin. Il lui rappelle plusieurs fois, ça le saoule, etc. Donc ils se retrouvent à cette rave, Stella et Kirby. Ils sortent ensemble, ils niquent dans les toilettes, normal, c'est une rave, bref. Ils rentrent chacun chez eux. Et le lendemain matin, Kirby prend le petit déjeuner tranquillement avec son père et regarde l'émission The Guardian parce que son père il fait ce serait cool qu'on fasse des trucs entre père et fils quand même. Et là il voit sa tronche s'afficher et il apprend que Stella et Logan Maximus sont à ses trousses. Il est hyper flippé. Les gars débarquent. Logan Maximus et Stella, donc en direct à la télévision, etc. Ils arrivent à se barrer en voiture, pas complètement. Logan Maximus arrive à les arrêter avec des gros lasers au bout de ses doigts, etc. Et en fait, Stella, il fait putain, mais ce mec, je l'ai rencontré, je le connais. Qu'est-ce qu'il a fait de mal ? Je comprends pas, c'est un mec normal. Et elle décide de le protéger et de se barrer avec lui et son père. Voilà. Et je vais peut-être arrêter là le résumé. Pas trop. Ouais, à peu près dans la troisième, au milieu de la troisième, j'irais à peu près. Ouais, j'irais pas trop spoiler plus que ça, mais vu que l'histoire met beaucoup de temps à démarrer, c'est-à-dire que la première issue pose l'univers, les personnages, et à partir de la deuxième, ça commence à s'emballer. Il y a beaucoup d'actions, ça se lit plus vite d'ailleurs. Dans tous les sens du terme. Ouais, exactement. Et la troisième, il y a encore un autre cliffhanger et un nouvel acte. Enfin bref, voilà, c'est pas mal. Je vais juste parler du dessin, parce que moi j'ai vraiment adoré le dessin et les couleurs. On est sur quelque chose d'assez hybride encore, tu vois, avec plein de mélanges de styles. Parfois, tu vas reconnaître quelque chose qui s'apparente un peu à All Red, tu vois, parce qu'avec des gros traits pour dessiner les personnages, mais pas complètement. D'autres moments, tu vois, sur les planches, et par exemple le dîner avec son grand-père, tu vas sentir l'inspiration Casa Moebius un petit peu dans les traits, pas dans les traits, mais plus dans les couleurs ou dans la façon de représenter les scènes, etc. Ça marche pas toujours, c'est assez hétérogène, mais grosso modo, c'est quand même super beau. Enfin, en tout cas, moi, c'est mon avis. J'ai trouvé que le dessin correspondait bien à une histoire qui se passe dans un futur proche, et on n'a pas quelque chose de post-apocalyptique comme on peut retrouver un peu partout avec des villes délabrées. Non, la Nouvelle-Californie, c'est quelque chose qui a prospéré. C'est un État fasciste, certes, mais très moderne.
En fait, c'est horrible parce que je me rappelle des prémices en fait, il y a des bombes nucléaires. Et là, je viens de finir de regarder Tchernobyl et je me dis, il y en a un seul qui a pété, enfin, un seul morceau du réacteur qui a pété et ça a fait tout ce que. Et là. 5 ogives. 5 et ils vivent tous bien. Non, il y a quand même un No Man's Land, c'est énorme. Non. Ouais. Ça me fait peur. C'est grand les États-Unis. Ça me fait peur toutes ces choses. Et ton avis à toi, Nivrae, sur The New World? J'ai beaucoup aimé visuellement déjà. Il y a des planches, il y a des cases qui sont magnifiques. Je pense à la partie avec la rave party où c'est vraiment vraiment super beau. Il y a des moments où il y a des visages. La première fois où elle va peut-être tuer quelqu'un, juste avant il y a l'apparition de la personne je crois qu'elle a un gun dans les mains et son visage il est tout déformé. Il y a des couleurs enfin c'est super beau visuellement. Après l'histoire, au départ j'avais un peu de mal parce que le personnage du hacker m'insupportait un petit peu. Et en fait, une fois que les deux sont rassemblés et qu'ils partent dans leur aventure, en fait, ça va vachement mieux. Et le comics, c'est intéressant jusqu'au bout parce que du coup, j'étais jusqu'à la 5e et dernière issue. Et c'est vachement bien jusqu'à la fin. C'est-à-dire que ça a changé vu les 2 autres comics avant qui n'étaient pas non plus fantastiques. Qui avait pas non, je trouve qu'il y a des choses hyper intéressantes dedans, hyper intelligentes. Et ouais, non, ça marche bien. En plus, tout ce qui est post-apo, moi j'aime pas mal. Donc ouais, non, ça collait bien et surtout visuellement. Alors tu vois, j'aurais pas forcément choisi aux couvertures parce que je trouve que les couvertures représentent pas assez bien ce qu'il y a à l'intérieur, quoi. À l'intérieur, c'est fou en couleur, il y a tellement de choses à montrer et c'est flat et ça rend super bien. Et ouais, non, j'aurais pas choisi pour les couleurs et pourtant le contenu dedans est vraiment top. Grégo? C'était intéressant de dire ça après Stone Star parce que finalement le thème est assez proche. C'est la violence en tant que divertissement. J'ai retrouvé cet axe-là et pour le coup ça faisait un bon axe de comparaison. Et là on a un exemple justement de quelque chose d'un peu cliché ou en tout cas déjà vu comme tu le disais, mais qui est bien écrit et bien amené. Je trouve que les personnages ça marche, leur histoire, les dialogues, etc. Ça te construit bien les persos. Et puis après quand ça commence à partir un petit peu en action, t'es pris dedans et même, c'est tout con, mais le passage où... je vais pas spoiler, mais il y a un moment où l'intelligence artificielle, tu t'aperçois que tu l'aimes bien en fait. Tu t'y attaches un petit peu, quoi. Donc rien que pour ça, je trouve que ça marche bien. Et les dessins, c'est assez surprenant parce que c'est très minimaliste, je trouve. Enfin, je sais pas si minimaliste est le meilleur mot. En tout cas, les traits sont hyper... il y a juste ce qu'il faut en fait. Il n'y a pas un trait en trop. Pour les visages, on te dessine le minimum de ce qu'il y a de dessiné pour te montrer au moins les visages et j'ai eu l'impression un petit peu aussi tout le reste, mais ça marche, quoi. C'est un style qui fonctionne, c'est des grands aplats de couleurs, mais ça fonctionne très bien. Donc j'ai bien aimé, j'ai bien accroché et je crois que... C'est en 5 apparemment, donc... c'est ça. En plus, j'ai dû acheter le tome 1 qui doit être le regroupement des 5 premières issues. Je crois que la première c'est 40 ou 50 pages, non ? Le premier chapitre. Ouais, il est un peu plus gros. Donc j'ai lu les 3 premiers chapitres, mais du coup comme je l'ai, je vais finir ça avec plaisir dès demain. C'est vrai que la première issue est un peu plus dure à absorber parce qu'elle est plus lente au niveau du rythme et il y a beaucoup de dialogues, il pose beaucoup de choses. Et après, dès la 2, ça va un peu plus vite. Mais j'ai trouvé qu'elle était pas trop forcément superflu cette non, c'est super tu bien. rentres doucement dans l'histoire, dans les persos et puis après ça s'accélère et ça marche plutôt bien. Il y a plein de mini rebondissements en fait à travers les issues. T'apprends et c'est vraiment bien foutu parce que c'est juste des petites phrases. Je pense notamment au père, je dis pas quoi, mais c'est une phrase, tac, et hop, tu fais ah ouais, en fait, s'il a fait ça, et ça, c'est super bien foutu. Pour moi, c'est de la bonne écriture justement. Je crois qu'au début, on a l'histoire du cataclysme qui est racontée par ce qu'on appelle des petits récitatifs, les petits blocs. C'est ça, Et après, je crois qu'ils en abusent plus trop. Et c'est plutôt les dialogues qui vont te construire l'histoire et l'univers. Et ça me fait penser du coup à une remarque que j'avais sur Stone Star où justement c'est pas le cas, où très souvent tu as des récitatifs qui te présentent l'univers. Et ça, c'est en général, pour moi, je pense, une facilité de narration et pour poser un petit peu. Un équilibre entre les deux, c'est compliqué. Quelque chose à rajouter sur. Non, c'est une mini-série qui est finie. Le TPB en anglais est sorti en janvier. En français, par contre, je ne sais pas si ça a été racheté.
En tout cas, le graphisme et des couvertures est incroyable. C'est tout pour les revues. Vous avez l'occasion de nous faire vos retours sur ce que vous avez pensé des comics, si vous les avez lus ou si ça vous donne envie, sur Twitter ou sur le groupe Facebook. Nous, on se retrouve dans un instant pour parler de garçons. À tout de suite. L'instant dure à peu près 4 secondes et c'est reparti. Deuxième partie de Comics Outcast. On revient pour vous faire un focus, une présentation sur une série comics qui s'appelle The Boys, qui a commencé il y a un certain temps en 2006 et qui a eu une histoire de publication assez particulière. Ça a raté chez un et ils sont partis chez quelqu'un d'autre après, qui a fini sa publication en 2012 et qui va avoir droit à une adaptation au petit écran sur Amazon Prime, dont on le disait tout à l'heure, pour cette série écrite par Garth Ennis, illustrée par Derek Robertson. Cette série dure un peu quand même, elle est très sérieuse, elle est très... Il y a 72 issues, je crois. Déjà d'une, donc investir dedans, c'est sérieux. 19 tomes en français. Ne nous mentionnez pas quand vous dites que vous êtes pauvre ou quoi, on s'en fout, c'est votre problème. Mais riche aussi en scénario. Qu'est-ce qu'il présente en fait ? C'est Cutrus. Moi, j'ai utilisé mon Joker Focus ce soir. C'est ton Joker Focus. J'ai vraiment pas eu le temps de préparer. Par contre, je sais qu'Hélène a binge-readé hier soir. Ah, j'ai pas fait. Je suis loin d'avoir fini. Attends, 19 tomes en une soirée, c'est chaud. Donc, je lui ai demandé d'imiter ma voix pour donner mon avis. D'accord. Tu pourras nous mettre un petit Rated R ou un petit Rated Miniature. Parce que je prononce mal, je sais. Non, parce qu'en en fait, on attaque quand même quelque chose. Alors, si vous avez des enfants devant l'écran de la radio, cachez-les. Cachez-leur les oreilles. Cachez votre iPhone. Parce que on est là dans un comics qui ne mâche pas ses mots, dans un univers noir où ça parle de fils de pute, d'enculés de leur mère, de PD avec plein de putes dans le cul, etc., etc. Alors, je fais exprès d'être vulgaire parce qu'en fait, c'est vulgaire du début à la fin. Et si vous n'aimez pas les comics vulgaires et violents, passez tout de suite votre chemin. Donc ce boy, c'est qui ? Eh bien, c'est un petit groupe. Et avant de raconter la genèse, je vous décris juste les personnages. Donc, tu as Butcher, le boucher, avec un chien, un bulldog, qui est le leader. Tu as The Frenchman, donc qui est un Français. Tu as The Female, une femme qui ne parle jamais, qui a une allure d'adolescente, en tout cas jeune. T'as The Mother Milk, ou le lait de la mère, comme dirait The Frenchman. Et t'as le dernier, Huggy, le petit Huggy, qui sous les traits de... Simon Pegg. Simon Pegg. Donc Simon Pegg, c'est le comédien, réalisateur anglais qui a fait Shaun of the Dead, quoi d'autre, ça Hot Fuzz, etc. Et le dessinateur a pris. Alors, les dessinateurs, d'ailleurs, la petite anecdote, c'est que le dessinateur l'a dessiné sous ce personnage, donc Huggy, sous ses traits, donc un Écossais, sans lui demander la permission. Et Simon Pegg, il raconte, il dit oui, quelqu'un m'a dit que quelqu'un a pris mon image, en a fait un héros, tout ça. Donc j'étais assez vénère, et on m'a dit que c'était Garth Ennis. Et là, j'ai fait waouh, mortel. Parce qu'il est fan aussi de comics et il s'est dit Garth Ennis. Donc Garth Ennis, c'est quand même The Preacher, Hitman, pour ne citer que ceux-là. Dis-moi que, je sais pas si tu sais, mais dans le casting, c'est lui qu'ils ont pris pour jouer. Non. Pas du tout. Ils ont fait Samuel Jackson où il joue le personnage qui a inspiré le personnage sur le papier. J'aurais adoré. Et je pense que maintenant, en fait, il est un peu trop vieux pour jouer ce rôle-là, malheureusement. Donc, l'histoire, ça commence, on va dire, par Huggy, en fait, Huggy. Je sais pas comment prononcer, Huggy. Huggy. À l'écossaise. Qui est dans un parc d'attractions avec sa copine. Ils sont super bien. C'est la première fois, ça lui échappe, il dit je t'aime, tu vois, pour la première fois. C'est quand même super mignon, quoi. Et du coup, il la prend par les deux bras et puis tu sais, il tourne comme ça. C'est trop mignon. Et là, boum, t'as un super héros, un speedster, qui passe à fond la caisse parce qu'il poursuivait un gros méchant. Et le pauvre Guy se retrouve juste avec les deux bras de sa copine dans les mains. Les avant-bras même. Les avant-bras de sa copine comme ça. Donc tu l'imagines, il est complètement choqué comme ça. Qu'est-ce qui se passe ? Le super-héros qui s'appelle A-Train, qui est en fait un Flash. Et là, s'en fout à peu près. Je crois qu'il lui sort 2-3 mots. Puis après, il dit bon les flics, c'est à vous de gérer ce problème là maintenant. Je me casse et il repart aux États-Unis.
Après, il y a des membres du gouvernement, on ne sait pas trop quoi, pas du gouvernement, mais d'une compagnie, tu vois, genre Amazon, quoi. Tu vois, les GAFA, le truc un peu, tu vois, où genre Monsanto rencontre le diable, qui viennent lui faire signer une décharge comme quoi, non, ça va, vous inquiétez pas, c'est pas un problème, tout va bien. Lui, il est tellement effondré et triste que de toute façon, il signe le papier, etc. Et Butcher va le voir quelques temps après. Il va le voir, il lui fait je sais ce qui t'est arrivé, etc. Et moi j'ai un groupe, tu devrais venir aux États-Unis, à New York, puis je t'expliquerai, ça te ferait du bien, quoi. Et effectivement, donc il va à New York, etc. Il découvre que Butcher en fait est en train de reconstituer ce qu'il appelle l'équipe The Boys, qu'il bosse pour la CIA en fait. Qu'il a un groupuscule secret de la CIA, et qui recrute en fait donc Mother Milk, The Frenchman et The Female. Et qu'est-ce qu'ils font ces gens-là ? Et ben en fait, ils reculent un peu les super-héros, parce que dans ce monde-là, les super-héros, parce qu'ils ont trop de puissance en fait et qu'ils sont régulés par aucune action gouvernementale ou internationale comme l'ONU, etc. Ils en font un peu qu'à leur tête. Que la plupart c'est des mecs complètement déséquilibrés, qui niquent à tout va, qui violent, qui ont des penchants zoophiles, qui ont des penchants hyper bizarres. C'est des enfoirés, ils sont super forts, ils cassent la gueule aux gens qui veulent, ils tuent des gens, ils s'en foutent. De toute façon, ils étaient en train de sauver le monde, etc. Et donc des gens comme The Boys sont là pour un peu les remettre à leur place. On apprend. C'est comme des accords de Sokovie, mais. Ouais, c'est ça. C'est qu'un petit groupe, quoi. C'est qu'un petit groupe. Alors on apprend que ce groupe-là avait déjà œuvré en fait. D'accord. Avait déjà œuvré et que là il est en train de remettre que la CIA en fait, et la nana qui dirige la CIA, dont Butcher se tape, parce qu'il y aura beaucoup de sexe dans cette série et beaucoup de violence, etc. Et le sexe est en fait assez important dans les rapports entre les personnages. Lui demande en fait de leur montrer que au fait les boys ils reviennent, quoi. Donc Hugh, je vais l'appeler Hugh, c'est plus simple. Simon Pegg, c'est plus simple. Lui arrive dans ce groupe-là, donc ils l'introduisent un peu doucement, quoi, tu vois. Ils disent ça c'est le Frenchman, alors, il lui parle en français, très mauvais français d'ailleurs. Un mauvais français anglais. Un mauvais français anglais. On rate ça en VF, je pense. S'il parle bien en français en VF. En VF, c'est dommage, mais tu vois, par exemple, il va dire The Charcuté pour dire The Butcher, quoi. La plupart du temps, ça va quand même. Le français, c'est rigolo. Il va appeler le lait de la mer, Mother Milk, ce genre de truc. En français, c'est la crème. Voilà. Donc, il arrive dans ce groupe. Il rencontre Mother Milk, qui lui est un grand black costaud, qui a un petit rôle d'aide sociale aussi. C'est quelqu'un de gentil, etc. Avec un bon fond, mais qui pète la gueule et qui tue les gens quand il faut. Par contre, The Frenchman et The Female, alors eux, c'est des psychopathes en puissance. Et ils sont du bon côté. Il n'y a pas vraiment de bon côté, en fait. C'est tout le cynisme de cette série, quoi. En fait, les mecs arrivent dans un endroit et ils éventrent les gars, ils leur découpent la tête, ils les explosent. Pareil pour la femme, The Female, qui est une toute petite qui parle jamais. Faut pas lui serrer la main, faut pas trop lui parler parce que elle pourrait mal comprendre ce que tu lui dis et elle pourrait être défoncée. Ouais. Et il y a que The Frenchman qui arrive à parler avec elle. Et donc, Hugh arrive là-dedans. The Butcher lui dit écoute, de toute façon, je te force à rien. Tu viens, tu regardes ce qu'on fait, et puis si ça te plaît, tu restes, quoi. Donc, sa première mission, c'est une surveillance d'un groupe de jeunes super-héros, un peu à la Teen Titans, je sais plus, parce qu'en fait, c'est toujours des références, tu vois, à des trucs existants, un peu comme dans The Authority, par exemple. Et donc, il les observe. Alors, c'est une bande de petits cons. Qui passent leur temps à se payer des putes dans des maisons closes, à les violenter. Tu vois, leur premier jeu, c'est change, et puis ils changent de route, et puis ils se tapent une autre pute, et puis l'autre, il s'en tape une autre, etc., etc. Ils les espionnent, et en fait, ce qu'ils essaient de faire, c'est de leur trouver des secrets sur ces gens, sur ce groupe-là. Et ils leur envoient tous les secrets, ils leur disent ok, les mecs, maintenant vous choisissez un des secrets et vous virez un des mecs. Voilà, donc, et pour leur montrer que les mecs, vous n'êtes pas tout seuls, vous êtes des super-héros, mais nous, derrière, on veille au grain et on regarde, quoi. Donc ils y arrivent. Il y en a un qui fait son coming out, qui est un peu la honte dans ce groupe-là, et ils disent qu'ils le virent du groupe, etc. Mais un autre groupe de super-héros qui s'appelle The Seven, la JLS, tu préfères. Ouais. Eux, c'est le top du top des fils de pute. Sauf que publiquement, on le voit pas parce que derrière eux, ils ont une compagnie qui s'appelle Vout America. Alors, je sais pas comment. Vout America, Vout. VOUGHT, je ne saurais pas le prononcer.
J'ai jamais vu ce mot. Qui s'occupe de s'occupe de les financer, qui s'occupe de les promouvoir et qui récupère tout l'argent du merchandising et du marketing et des petites virgules à leurs effigies. Les BD, les machins, les comics. En plus de faire un peu de pression lobbyiste sur quelques endroits de l'industrie. Et ces mecs-là leur dit, donc à ce groupe de jeunes petits cons super-héros, il leur dit, nous on croit savoir qui c'est. Et donc, genre, comme c'est des super-héros, tu vois, ils vont tendre une embuscade aux boys dans la rue, quoi. Et, oui, par exemple, j'ai un petit truc. The Butcher inocule un sérum qui s'appelle le V-Compound, donc le composant V, à Hugh. Et il lui dit, tu verras, ça te donnera une super force pendant un certain temps, etc. Et donc ces petits cons arrivent au milieu de la rue, commencent à insulter The Boys, vous attaquez des super-héros, vous savez qui on est, on va vous défoncer. Évidemment, ils sont éclatés. Huggy, lui, qui a pas encore maîtrisé son pouvoir, donne un coup de poing à Barney Scott. Alors Coq, forcément, faut le comprendre entre le coq et je crois, et la bite, bien évidemment. Et le transperce et le tue. Donc, grosse crise existentielle de la part de Huggy qui fait putain, j'ai tué quelqu'un, etc. Les autres, ils disent, mais on tue pas forcément les super-héros, on leur pète juste la gueule, on fait comprendre qui c'est, etc. Donc, ça va de rebondissement en rebondissement. Et Hugh décide finalement de rester dans le groupe parce qu'il se demandait ce qu'il foutait là-dedans, en fait. C'était pas normal. Et après, d'autres arcs se déroulent. Il va y en avoir un, ils vont se retrouver en Russie à lutter plus ou moins contre un complot qui viserait à renverser le gouvernement russe, dirigé par une petite qui s'appelle Nina, qui est une espèce de folle, qui a monté une armée d'environ 200 super-héros boostés au compound V, mais qui est capable au dernier moment d'appuyer sur un détonateur qui leur fait exploser la gueule. Bref, avec sur fond de complot international entre cette compagnie qui dirige le Seven, les gouvernements russes, le gouvernement américain, etc. Voilà, après ils vont s'attaquer directement au Seven. Il va y avoir une histoire d'amour qui va se lier entre la dernière des arrivées des Seven, qu'une toute petite gentille, je crois, qui s'appelle Stella, tu vois, qui arrive et, moi je faisais partie des Young Americans, je suis trop contente d'arriver dans votre rue, vous êtes mes idoles, tout ça. Donc là t'as le Superman, en fait, qui lui fait, écoute, c'est très bien petite, tu vas venir avec moi, je vais t'expliquer tout ça, tu vois, ça c'est la salle machin, etc. Et donc fait, c'est trop bien, mais il te reste une chose à faire. Et là il baisse son pantalon, il fait, tu me suces la bite. Et là elle fait, merde, qu'est-ce qui se passe, quoi. Donc elle fait ça, donc elle a un peu honte, tu vois, elle dit, bon, en fait c'est un fils de pute. Il n'y a pas que lui, tout le groupe. Et après il y a tout le groupe qui fait passer la nana, etc. Donc elle est complètement traumatisée. En fait, c'était mes héros, tu vois. Enfin, c'est comme si nous on allait voir la JLA et que tu te rends compte qu'en fait c'est des connards, quoi. On n'ira pas parce qu'on sait pas trop où ils habitent, mais bref. Et donc va y avoir une histoire d'amour après qui va se dérouler entre Huggy et elle. Et du coup, ça va un peu encore plus complexifier cette histoire parce qu'elle c'est une gentille, lui aussi c'est un gentil. Alors que les autres. Donc tu l'as dit, il y a un côté. Ouais, en fait, si tu veux, Huggy, il est là pour lui, c'est entre guillemets la normalité, entre guillemets. C'est-à-dire que pour toi, ça te permet de t'identifier en fait à ce personnage-là. Relativement neutre. Voilà. Et la vengeance aussi, parce qu'on lui a tué sa copine avec qui il avait dit je t'aime. Exactement, la vengeance, mais il est toujours un peu dans la retenue, tu vois. C'est lui qui va un peu j'ai perdu mon mot, tempérer les ardeurs de Butcher, etc. Il va le questionner. Alors des fois, Butcher va avoir le dessus et il va lui dire mais écoute mec, c'est comme ça de toute façon. Et puis en fait, il va aussi avoir une influence sur lui. Puis de temps en temps, il va un peu reculer vis-à-vis de la violence, etc., etc. Bon, après, il y a plein d'arcs, etc. Moralement, ça va. Moralement, ça va. Comparé aux autres. Oui, non, mais moralement, ça va. Alors après, évidemment, tu vas voir. Forcément, ses actions, les actions des autres ont des conséquences sur sa psyché. L'inverse, il fait des allers-retours entre ce on qualifierait de bien ou de mal, mais qui est très gris en fait dans cet univers-là. Et voilà. Enfin, je sais pas si j'en ai dit trop, Hélène. Non, c'est pas mal. Le truc, c'est que t'as vraiment énormément de personnages et de gens chelous. Ouais. Il y en a un, l'équivalent d'Iron Man, qui a un petit problème à chaque fois qu'il voit un trou, il est obligé de le niquer. Mais n'importe quoi. C'est un mini-arc, ouais. C'est pas mal, un gobelet, un animal, un être humain. D'accord. C'est super et pouvoir. Forcément, non, mais c'est ça, c'est que quand tu te trimbales avec que des super-héros en petits pantalons moulants, il a du mal à résister. Ouais. Non, t'en as un qui s'appelle Boudin d'amour en français.
leur copain en Russie. Alors je sais pas ce que ça donne. Ouais. Great Sausage ou un truc comme ça. Ouais, ça va être. T'as vraiment des personnages assez spéciaux. Hugo, il est dégoûté de pas avoir lu. Ouais, non, mais je suis sûr que ça te plairait à fond. Et d'ailleurs, il a un problème à un moment donné parce qu'il remet son costume, qui est un peu trop grand pour lui d'ailleurs. Il casse la gueule au mec et il rentre en fait chez la mafia, en fait, une mafia russe. Et il se retrouve dans un club de striptease. Il fait puis si ton partenaire fait c'est pas possible avec une réaction pareille, je ne peux plus marcher, tout ça. Il faut que tu continues tout seul, les gars. Enfin, c'est que des trucs comme ça. C'est vrai que le comics, il est hyper poli, hyper classe. Mais dès les premières pages, tu comprends. Enfin, il n'y a pas de surprise. T'es pas genre surpris la première fois que ça arrive. Parce que oui, et dans les discours et dans les images, t'as le Butcher qui se tape la nana de la CIA. En fait, ils se détestent tous les deux. Et ils couchent ensemble de manière très violente en s'insultant à chaque fois. Ouais. Donc tu comprends très vite le comics et le ton du truc. Et c'est aussi pour ça, t'en as parlé un petit peu au début en intro, Ike, que au début, il était édité chez Dynamite. Non, chez Wildstorm. Et puis après chez Dynamite, où ils ont eu un peu plus de liberté. Je pense que c'était compliqué à vendre comme sujet, comme violence. Ce Wildstorm, c'est DC. C'est ça. Je ne me trompe pas. Donc ça devait pas très bien passer. Alors, je me suis renseigné du coup parce que en fait, si vous voulez, il y a les 6 premiers qui sont sortis chez Wildstorm normalement. Issue, hein. Issue, oui. Donc sous le courant de, je sais pas, 6 mois, 6 mois, un truc comme ça. Et ils ont arrêté du jour au lendemain. Parce que d'ici, en fait, ils appréciaient pas trop le message du comics, en fait, sur l'anti-héroïsme et le fait que les héros fassent des choses néfastes. Et que, aussi, je pense qu'ils ressemblaient beaucoup à des icônes de DC. Je pense pas que ce soit genre, lui c'est Superman, on le reconnaît, parce que à ce moment-là, il y a plein de comics qui ne marchent pas. Mais non, je veux dire, c'est pas ça qui les a dérangés. C'était plus l'association des méfaits de personnages costumés. Et non costumés, parce qu'il y a Stan Lee aussi qui prend cher un peu. Ah ouais, d'accord. Ouais, c'est vrai. Mais c'était pour ça en fait, et donc ils ont mis pas mal de temps avant de retrouver un éditeur, et DC avait aussi annulé les éditions collector, même si la série ils ont fait non, c'est mort. Bon. Alors c'est hyper cru, même dans les dialogues, c'est tout le temps en fait, c'est tout le temps cru, c'est tout le temps vulgaire en fait. En plus, alors en anglais, c'est un peu chaud parce qu'il y a plein d'argot, comme Garth Ennis sait le faire quoi. Surtout il y a même de l'argot écossais, tu vois. Enfin. En donné, moi j'ai pas compris que pouf ça voulait dire fagotte en fait, tu vois. Et plein de trucs comme ça, tu sais, avec plein d'apostrophes pour éluder les mots, etc. Mais tout ça pour dire que c'est quelque chose d'assez riche, c'est quelque chose avec pas mal de réflexion derrière. C'est pas des fois c'est un peu gratuit comme violence, faut quand même le dire. Mais pas que, en fait, c'est aussi pour véhiculer un message. C'est très défoulant, mais c'est très bien tissé en fait, les relations politiques, les rapports de force entre ce groupe-là, le gouvernement d'un côté, la CIA de l'autre, parce qu'en plus avec le gouvernement il y a des bisbilles, avec cette compagnie multimilliardaire qui un peu dirige le groupe Les Seven, qui est le plus gros groupe de super-héros qui ont une influence sur les petits groupes, etc. Donc il y a un maillage en fait, il y a un maillage d'intrigue qui est vraiment bien foutu et qui se déroule sur plein d'issues. Et après, t'as plein de trucs what the fuck comme l'arc de Batman qui s'appelle Tech Knight et qui peut pas s'empêcher de tout niquer, et en même temps couplé avec Swing Wing qui est en fait Nightwing qui tue un mec parce que ça lui a pas plu, etc. Enfin, c'est très très bien foutu quoi. Et plus t'en parles, plus j'ai envie que ça arrive à la télévision. Et moi je me demande ce que ça va donner, parce que la série elle sort là cet été au mois de juillet, mais après vu l'équipe qui est dessus, je pense que ça va être assez fidèle, mais du coup je pense que les gens ils vont être surpris. Je suis pas sûr que les gens s'attendent à ça. Ouais, il y a Seth Rogen dans le projet. C'est Goldberg et Rogen, ceux qui avaient fait Superbad, Sausage Party, This is the End, et qui s'occupent de Preacher aussi. Mais du coup, Preacher, parce que moi j'ai vu que les premiers, est-ce qu'il y a. Parce que Preacher c'est quand même assez violent et sexuel, mais le comic, je pense, The Boys, il est quand même au-dessus. Mais du coup, est-ce que. Enfin, Preacher, que j'ai pas vu jusqu'à la fin. Quand tu vois la bande-annonce de The Boys, ils ont l'air d'être partis quand même vers quelque chose d'assez ressemblant au comics. Du coup, je me suis refait la bande-annonce hier soir. Je fais, ok, d'accord, je vois qui sont les persos, tu les reconnais tout de suite. Mais j'ai du mal à me dire. Tu vois, il y a des scènes, t'as quand même vachement de scènes sexuelles, beaucoup de scènes de violence. Et je sais pas, j'ai du mal à m'imaginer les voir en vrai. Bon, pas tout mettre, c'est pas possible. Je me demande, parce que ça parle. Enfin, il y a quand même des côtés du viol, des côtés. Enfin, il y a des trucs qui sont assez chauds. Très, Mais en vrai, je serais curieuse de le voir parce que t'as l'humour aussi qui est là.
même s'il est choquant et qu'il n'est pas toujours très propre, mais je sais pas. J'ai très envie de la voir, mais ça me fait peur en même temps parce que ça risque de pas plaire à tout le monde. Enfin, si c'est fidèle, ça va pas plaire à tout le monde. Ah non, ça va pas plaire à tout le monde. Alors, je regardais un peu le cast et là, je viens de découvrir que la personne qui jouera le français ou le The Frenchman, en fait, il vient d'Israël. Et ça me rappelle un truc que je pense depuis des années. Je trouve que des gens d'Israël qui parlent en anglais, ça ressemble grave à l'accent français. Et je pense que c'est. Franchement, il y a des mots, c'est genre, mais un français il aurait dit pareil. Et je pense qu'il y a ça aussi. Mais c'est rigolo. Ouais, non, je pense que en tout cas, les premiers trailers sont assez vendeurs. Donc, je pense que ça sera. Carrément. Ça sera pas mal. Il y a Karl Urban, Chase Crawford que vous vous rappelez de Gossip Girl. Bah oui, mais lui, il joue un des super-héros. Ah, il a une tête de connard. Donc il a une tête de petit blondinet connard, quoi. Donc, Après, je peux faire la grosse voix de Grégo. Oui, non, mais tu pourrais te donner mon avis. Et en fait, Simon Pegg va jouer le père de. Ah d'accord, je viens de le mot en fait c'est Huey. Ah oui. Huey. Donc il va jouer le père, d'accord. Donc il a quand même effectivement il est trop vieux. Bah oui, il est trop mais vieux. Du coup il garde le lien. C'est rigolo. Ouais. Et du coup t'as dit que ça sortait en juillet. Hein, ouais, 26 juillet. Amazon Prime Video. Et en France, les comics, on les chope comment ? Enfin, parce que là, ça finit en 2012, donc ça fait. Chez Panini. Panini en France. Panini, il y a 19 tomes. Ah ouais. Ah, c'est ça que t'as consommé hier ? J'ai pas lu les 19, j'ai lu les 4 premiers déjà. Ah d'accord, ok. Mais ouais, il y a beaucoup d'arcs. La page Wikipédia, elle est vachement claire là-dessus sur le découpage. Ce qui permet d'avoir des histoires. Je me suis arrêtée à la fin du 4, qui est la fin d'une des histoires. C'est souvent 5-6 numéros. Enfin, oui, c'est ça. C'est bien. Ça fait tome 4, c'est 18e issue. D'accord. Moi, je les ai en anglais. Le tome 3, je crois, c'est 22e issue où tu vas en anglais. Ouais. Et je crois qu'il y a des versions collector. Enfin, là, il y avait un truc, mais je sais pas de quand il date. Je sais pas s'il existe encore en papier, mais numériquement, vous pouvez l'acheter. Ketrus, toi, t'as tout lu, t'avais au moins tout lu à l'époque ? Non, à l'époque, j'avais pas tout lu. D'accord. J'avais dû le lire jusqu'à, je sais pas, la 40e, un truc comme ça. Et t'as rattrapé depuis ? Non, j'ai pas rattrapé. D'accord. Mais je l'avais, en fait, c'est vrai que c'est dans mon étagère à côté de mon lit. Et souvent, je le vois, en fait, en m'endormant. Et je me dis, c'est le truc, je me referais bien et tout en entier, etc. Puis là, c'était un peu l'occasion. Alors, j'avoue qu'en une semaine, c'était un peu compliqué de refaire les 40, 50, voire 72 issues. Ah bon ? Possible, ouais. Étrange. Je peux te comprendre. Et du coup, il y a des. Du coup, moi j'ai une question, c'est 19 tomes. Est-ce que la fin est bien ? Est-ce que ça se fait ? J'ai pas été jusqu'au du coup, il a pas été jusqu'à la fin. T'as pas l'info, il y a pas. Non, y a pas une horde de fans. Laisse-moi un peu de temps. Je voulais pas me spoiler en fait. D'accord, mais il y a pas une horde de fans déchaînés qui ont demandé une pétition pour refaire la fin de The Boys. Non, je pense qu'il y a eu une vraie fin. Tu vois, ça s'est fini en 2012 après 72 issues. Enfin, tu sais. Ouais, je pense qu'il y avait une vraie fin. En tout cas, quand tu regardes sur la page Wikipédia, c'est l'air d'être une fin d'arc, en tout cas. Ouais, j'ai l'impression qu'après ça se découpe un peu plus comme ils avaient fait avec Stormwatch, tu vois, où c'est des spin-offs en fait, et ce genre de choses. Quoi. Ah d'accord. Bah, je vais lire du coup. Ah bah voilà, on va faire un fil rouge. On va découvrir quand est-ce que Grégoire a fini ça. C'est-à-dire qu'après que il a choisi tous ses comics mécano, robots, spatiaux. Faut qu'il lise le Hellboy de Ben. Prochaine émission. Il y a Tech Knight dedans. Il va dans l'espace à un moment donné. Il va sauver le monde grâce. C'est bon, tu l'as convaincu. On se retrouve dans un instant pour parler de la patrouille du dessin. Mais non. Pourquoi mais non ? Bah si, ça, en français c'était comme ça. 12. La patrouille du destin à l'époque. Ah ouais ? Les premiers numéros c'était la patrouille du destin. Je croyais qu'il fallait pas que je parle, j'ai eu peur. De retour dans cette troisième partie d'émission, on va parler de la série télé Doom Patrol qui est pas encore disponible en France mais qui le sera bientôt. C'est ce que nous a promis ici à l'antenne Ketrus. Je promets. Voilà. Doom Patrol, donc, qui est le spin-off de la série Titans, qui a commencé à être diffusée en France sur Netflix, donc en janvier, pardon. Qu'est-ce que je veux dire ? Oui, dedans, on retrouve dans le casting Brendan Fraser, Alan Tudyk, Matt Bomer, Timothy Dalton et j'étais en train de regarder la série, je savais pas comment, enfin, je la connaissais, mais je savais pas pourquoi. Diane Guerrero, qui vient de Orange is the New Black, pardon, c'est bizarrement dit. Entre autres, parce qu'il y a plein d'autres personnages, vous pouvez vous en douter. Et en fait, comme je disais, c'est un spin-off, et c'est pas la première fois qu'on retrouve ce groupe-là. En fait, on les a déjà découverts dans Titans. Est-ce que quelqu'un se rappelle du contexte dans lequel on retrouve les personnages de Doom Patrol ? Dans Titans ? Ouais. Oui, je m'en souviens. Alors, est-ce que tu peux Une autre question ? En quelques mots Ils apparaissent à l'épisode 3.
je crois, ou 4. Et moi, c'était à l'époque de Titans où je me suis dit, ah ouais, ok, la série s'assume complètement dans son côté super-héros barré, puisque c'est une première présentation un peu des persos de la série. Donc, il se retrouve coincé, je crois, dans le manoir de la Doom Patrol, en fait. Non, en fait, Beast Boy fait partie de la Doom Patrol au moment de Titan. Oui. Et il ramène, comment elle s'appelle j'ai oublié le nom. Raven, c'est ça. C'est ça. Mais du coup, il passe un épisode un peu avec eux. Et je crois que le chief, donc je vais dire le chef, c'est plus facile à prononcer. En français, je crois qu'il veut aussi aider Raven, parce que lui, je pense qu'il a un petit faible pour les gens un peu à problème, qui ont eu des choses graves qui leur sont arrivées. Ah, j'ai compris. À la fois physiquement, à la fois mentalement, puisqu'en fait, la Doom Patrol, ça va être une équipe de gens brisés, quoi. Et donc, il veut aider Raven, du coup, je crois, à faire je sais plus quoi. Il veut lui injecter une grosse picouse, comme il a fait tout le monde. Oui, enfin, ils veulent tous l'endormir. Et les Titans sont pas d'accord, ça se bagarre, et les Titans s'en vont avec... Ça se bagarre gentil. Hein. Avec le vert, là. C'est quoi son nom ? C'est Animal Man ou c'est Beastman ? Beast Boy. Ah, merde. Beast Boy, c'est ça. Ouais. Animal Man, c'est autre chose. Et voilà, c'est comme ça qu'on les rencontre. Et ça franchit un cap dans la série, puisque jusqu'alors, Titans est assez, je dirais, réaliste dans son traitement des super-héros, même s'il y a beaucoup de caps qui ont été franchis. Déjà, celui tout vert. Mais je pense que quand tu tombes sur Robotman, qui est le super-héros emblématique de la Doom Patrol, tu te dis, ah ouais, ok, là, on accepte tout. Tout ce qui vient du comics, puisque c'est finalement le cerveau d'un pilote de course qui s'est retrouvé dans une sorte de grosse boîte de conserve en forme de robot tel que un robot vintage en cuivre et voilà. Donc ils sont posés dans Titans et on les retrouve dans cette série ensuite. Alors du coup, moi j'ai regardé que les 3 premiers épisodes avec grand regret, et je sais que je ne pourrai pas regarder la suite avant très longtemps, donc je suis un peu deg. On va résumer vite fait, très rapidement. Donc les personnages, on va les présenter. Robotsman. Tu viens de présenter un cerveau dans une boîte de conserve. Dans ce manoir se trouve également donc le chef qui les a trouvés en fait. Dr. Niels Calder. Je ne connaissais pas son nom, mais merci. Qui est le personnage scientifique qui a, à travers ses recherches, ses voyages, ses tests sur les humains. Voilà, et ses tests aussi auxquels il a participé, a trouvé donc des méta-humains qui ont des capacités extraordinaires, ou alors des personnes qui sont victimes de leur pouvoir, comme une grande majorité des personnages des habitants du manoir. En l'occurrence, la Doom Patrol, c'est vraiment ça. Ça fait un peu sanatorium pour super-héros. Ratés, quoi. Et d'ailleurs, ils sont pas vraiment présentés comme super-héros, puisqu'ils n'ont jamais rien fait d'héroïque. C'est juste des gens qui ont des capacités plus handicapantes qu'autre chose. C'est ça. C'est la galerie des pouvoirs que tu voulais pas, en fait. Alors du coup, donc on a Robotman, on a la femme qui a la peau élastique, Elastic Girl, qui est jamais appelée comme ça dans la série, d'ailleurs. C'est vrai. Mais en fait, ça, je me rends compte, dans plein d'adaptations, il y a plein de fois, en fait, c'est mieux de pas le dire, ou alors de pas mettre exactement les couleurs de la personne, justement pour laisser. On sait qui c'est pas grave, quelqu'un le dira peut-être genre oh, on dirait une femme élastique, et là c'est bon. Mais c'est vrai que des fois quand ils doivent se nommer eux-mêmes, c'est toujours c'est comme Fantastic Four à la fin quand ils sont Fantastic Four de la version 2017 ou 2016 où ils disent ah mais on est quoi ? On est fantastique. T'as dit quoi ? On est fantastique. Et on est 4. Et voilà. Et tu vois, ce genre de truc, ça c'est horrible. Donc là, on a aussi. Alors elle, son pouvoir, c'est qu'elle dégouline son corps. L'élasticité de son corps lui échappe et elle est capable de se transformer même en flaque. C'est ça. Le problème, c'est qu'elle n'arrive pas à avoir le contrôle total de ça, et dès qu'elle perd un peu ses moyens, son visage commence à fondre. Et du coup, comme c'est une actrice très narcissique, elle se cache en fait. Elle veut pas qu'on la voie dans cet état en fait. On a également Negative Man. J'ai oublié son nom. Enfin, il l'appelle pas Negative Man, mais il a un nom, Larry. Quel est son pouvoir ou sa particularité ? Alors lui, c'est un pilote d'essai de l'armée américaine, donc dans les années 50 lui aussi, ou 60. Ouais, ça il ressemble. Comme Rita Farr, et il conduit. Il pilote un prototype de fusée. Il va dans l'espace, et en fait, au moment où il traverse l'atmosphère, il y a une entité extraterrestre un peu électrique qui le traverse, il tombe, il se fait complètement cramer, mais il survit à ce crash. Et en fait, il a à l'intérieur de lui une entité négative
qui plus ou moins cohabite avec lui. Et dès qu'elle sort, il tombe inconscient. Je ne sais pas s'il tombe inconscient ou mort, mais en tout cas, il a besoin d'elle pour. Ouais, c'est pas trop. On sait pas. Et il est plein de bandages comme une momie. Souvent, on de lui pour ça. Pour cacher ses brûlures. Et enfin, Jane, Crazy Jane. Nouveau personnage de la série, du coup, qui n'était pas apparu dans Titans. Oui, non, elle n'était pas dans le. Et du coup, j'ai eu du mal à situer la série par rapport à Titans. Est-ce qu'on est avant ou après ? Avant, c'est après. Non, c'est avant. Ah bon ? Pourtant, dans le CM6, c'est après. Il n'y a pas Beast Boy encore dans le manoir. Ouais. Ah, ok. Donc on est avant, d'accord. On est avant, ouais. Et du coup, elle est pas toute seule. Elle est beaucoup. Non. Elle est beaucoup dans sa tête. 64. 64, et c'est surtout que c'est 64 personnages avec des personnalités différentes, mais aussi des pouvoirs différents. Et c'est ça qui est dingue. Ouais. Et il réside en fait dans sa tête dans ce qu'on appelle l'underground, dans le souterrain. Oui, c'est ça. L'underground. Et qui est symbolisé par des lignes de métro, mais pas que, aussi des paysages un peu bizarres. Ses souvenirs. Et dedans, en fait, tu rencontres ces personnalités. Et de temps en temps, il y en a une qui prend le contrôle de façon volontaire, mais souvent pas trop volontaire. Ouais. Il y a souvent quand ça aide aussi. Selon les pouvoirs, ça aide. Ouais. Il y a un gros showcase au tout début de l'épisode 2 qui est assez perturbant. Où beaucoup des personnalités se manifestent d'un coup après un choc traumatique. Et c'est. Déjà, ça te montre un peu les talents ou les méfaits de la comédienne, mais c'est assez impressionnant si tu veux comprendre le perso. Juste, c'est 2 minutes toute seule là où elle s'excite et ça te permet de bien comprendre les choses. Donc, on a fait le tour des persos, je crois. J'ai oublié personne. Si, il y a Cyborg, si on reste dans la team. Ouais, en fait, je voulais volontairement pas parler de lui parce qu'il arrive après. Mais... Oui, il arrive après. Mais il est là, il reste important. Et il y a Mr. Nobody. Oui, qui est l'antagoniste du début. C'est ça, il raconte, c'est la voix off de la série. Qu'on voit de personnage omniscient, c'est comme ça qu'on dit. On est omniscient parce qu'il est conscient de plein de choses. Il casse le 4e mur. Et d'ailleurs, c'est un peu là encore, ils sont totalement à l'aise avec ça. On est en 2019, on a vu Deadpool, etc. Et puis il se moque d'auteurs de comics. Je sais plus qui c'est qui en prend pour son grade, mais c'est assez. Adrien. Je crois qu'il vise directement Morrison en fait. Oui, c'est vrai. Voilà, l'épisode 2 commence par le narrateur qui est donc aussi l'antagoniste, le grand méchant de toute la saison, et qui commence par si vous avez survécu au premier épisode et que vous êtes encore là, je dirais il y a un moment dans la série où il porte carrément un t-shirt DC Universe. Ça va très très loin dans le méta. Quoi. Et puis il critique tout le temps en fait. Il dit désolé pour ce twist complètement nul à chier. C'est tout le temps en train de casser le 4e mur et l'écriture est incroyable à ce niveau-là. Mais moins lourd qu'un Deadpool. Je pense qu'on va pas trop raconter le premier épisode est tellement compact et te dit clairement ce qui va se passer. Il y a tellement de choses en fait qui, une fois que tu as vu la fin du premier épisode, c'est bon, ta saison elle est lancée. Et c'est assez incroyable comment c'est bien écrit. Il y a un âne aussi, on n'a pas parlé. Il y a un âne. Je vais pas en parler justement. C'est le premier épisode. Je voulais parler que du premier. Ah, il est déjà dans le premier. C'est pas la fin du premier, non ? C'est la fin du premier. Il y a un âne et si je peux un tout petit peu spoiler, il y a une rue. Oui, voilà. Ouais. Oui. C'est très. Franchement, c'est dommage que tu dis. Donc voilà, nous avons ces personnages qui sont pour le moment cachés du monde parce que soit ils n'arrivent pas à contrôler leur pouvoir, soit parce que physiquement, un homme en métal, un homme avec des bandages, une femme qui risque de dégouliner et une autre qui risque de ne juste rien contrôler et tout détruire sur son passage. C'est trop dangereux pour la petite. Donc c'est une petite ville, c'est une ville moyenne. Que Truss ? Mais il y a cet aspect fantastique aussi de leur pouvoir qui est inadapté en tout cas à l'extérieur, ou en tout cas dans l'état actuel des choses, c'est pas possible quoi. D'ailleurs, ils vont se balader en ville et ça se passe pas très bien. En 5 minutes. Mais alors faut aussi raconter que tous ces gens-là vivent très longtemps parce que Rita Farr, donc l'actrice, c'est une actrice des années 50. Donc, et l'action se passe en 2019. Pareil, le pilote de course, lui, c'est 92, c'est ça, 95, genre de choses. Le pilote de chasse, c'est pareil, les années 50, etc. Et ils sont quand même restés donc près de 60 ans pour certains dans le manoir. Et au-delà de leurs problèmes donc super-héroïques, ils ont aussi beaucoup de problèmes mentaux et psychologiques. C'est-à-dire qu'ils ont tous vécu des traumatismes forts, que ce soit et surtout en fait ils traînent des grosses casseroles. Dû à leur comportement, à leur caractère, etc., à tout ce qui s'est passé. Donc ça en fait vraiment un groupe cassé au niveau physique et aussi un groupe cassé au niveau psychologique. Adrien ? Oui, et pour rappeler du coup leur motivation principale, c'est qu'à la fin de l'épisode 1, le chef, qui est un petit peu leur papa, clairement, se fait enlever, on va dire.
Et la suite de la saison sera leur quête pour le retrouver. Mais pour le retrouver, bien sûr, il va falloir d'une qui fonctionne comme un groupe, ce qui n'est pas le cas. Mais pour fonctionner comme un groupe, il va falloir aussi qu'ils dépassent leurs traumas, qu'ils acceptent leur pouvoir, etc. Donc c'est clairement, tu vois, c'est assez classiquement une construction de super groupe et de super héros. Le schéma, il est classique, mais après, dans un monde qui est quand même complètement délirant, avec énormément de références au monde même du comics, aux autres films. On n'a pas l'habitude de ce genre de personnage. Et je sais pas, est-ce que. Enfin, pardon, j'ai envie de parler sur cette série parce que je viens juste de la finir. Je trouve ça incroyable à plein d'égards, mais notamment parce qu'en fait, c'est super bien écrit, c'est très bien joué. Tout à l'heure, tu parlais de Jane. Genre, l'intro, c'est peut-être pas le plus convaincant, mais vraiment, au fur et à mesure du truc, elle est vraiment ouf, l'actrice. Globalement, tout le monde est très très bon. La série a dû m'arracher une petite larme 3 ou 4 fois. Premier épisode, j'ai pleuré 2 fois. Vraiment, c'est super bien. Et le tout dans une économie de moyens incroyable. Parce qu'en fait. Il y a une rue. Non, mais il y a une rue, il y a un manoir, il y a machin. En fait, le nombre de décors est très restreint. Et ça arrive à être à la fois avec une bonne dose d'action, mais surtout, en fait, tout repose sur les dialogues, le jeu d'acteurs, les décors, les costumes. Mais c'est tout, je veux dire. Tu vois, finalement, dans les effets et tout ça, ils savent les placer là où il faut. Et genre, en fait, le scénar fait tout, quoi. Et c'est incroyable. Dans l'épisode 3, je crois, j'ai pensé en regardant l'épisode 3, je me dis, c'est vrai qu'il y a 3 lieux. Et tu as notamment, on l'a nommé, on peut en parler, il y a Cyborg et Rita, l'actrice, qui restent dans un putain de motel. Oui, c'est vrai. Et t'as Cyborg, quoi. Je veux dire, dans le film, il est avec ses effets spéciaux des années 90 en train de changer de forme, etc. Dans Justice League. Et là, il est juste là dans un putain de motel, quoi. C'est ça. T'as un parc qui est utilisé plein de fois pour plein de scènes. Ah oui, c'est vrai. T'as tout ce qui se passe en souterrain, c'est la même chose que ce que tu vois dans sa tête à Jane ou dans un laboratoire secret du gouvernement. Tu vois que c'est la même chose, mais que ça a été redécoré. Mais c'est pas grave, en fait. Le Paraguay, c'est une rue. Le Paraguay, c'est une rue. En fait, c'est souvent une rue. T'as un lieu pour te représenter quelque chose par épisode. Mais c'est vrai qu'il y a plein de scènes. Il y a plein de scènes méga méta, en fait, mais qui rentrent quand même dans le scénario de l'épisode en soi. Par exemple, le truc de la rue. Moi, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre parce que je me dis, attends, vous arrêtez pas de parler de partir en voyage. Je me dis, mais c'est. Ah d'accord, en fait ils n'avaient pas les moyens. Et en fait tu te satisfais de ce constat, en fait. Alors il n'y avait pas les moyens, faut pas exagérer, tu vois, c'est pas les routes du paradis, quoi. Mais c'est quand même assez léché et ils font vachement attention. Enfin, je trouve que la réalisation elle est quand même super bien foutue, il y a plein d'idées. Mais tu sens les contraintes de budget, mais je trouve que comme dit Adrien, elles sont bien exploitées. C'est ça, exactement. Après, je mettrai un petit bémol sur certains effets spéciaux en 3D. Ah oui, il y en a qui là sont... tu dis ça te sort un petit peu, tu fais ok, c'est un peu cheapos LAN, etc. Là, mais ça passe. Je veux dire, il y a tellement de bonne volonté. Ça colle avec l'humour un peu. C'est ça. Il y a tellement de bonne volonté dans la série que tu dis allez, vas-y, ça passe, vas-y, donne-moi. Et je vais répéter un peu quelque chose qu'a dit Adrien, par rapport à ce qu'il a ressenti. Effectivement, la série te fait danser, mais dans tous les sens pour les émotions. Dans le premier épisode, je pense qu'on va se concentrer pour le scénario là-dessus, parce qu'en fait, c'est vraiment les histoires de 3 des personnages principaux, en gros, de comment est-ce qu'ils sont arrivés à venir dans le manoir et quelle est leur particularité, quel est leur pouvoir, et comment ils ont accepté en fait le fait qu'ils seront plus jamais comme avant. Purée, il n'y a aucune histoire qui est un peu rigolote ou un peu cocasse. Non, elles sont toutes horriblement tragiques. Toujours très très bien racontées, bien expliquées. Il y a des enjeux assez élevés. La plupart des morts sont vraiment accidentelles. Enfin, des morts ou en tout cas l'acquisition des pouvoirs, c'est toujours accidentel. C'est vraiment pas leur faute ou quelque chose qu'ils ont cherché. Enfin, c'est vraiment en gros la faute à pas de chance, mais en gros le pouvoir va révéler en eux tous les traumas qu'ils avaient effectivement, et c'est souvent un truc qui à l'opposé de ce que c'est ultra cliché, mais en fait finalement leurs pouvoirs ne sont que la punition d'un de leurs principaux défauts en fait. Et tu vois, comme tu disais, l'actrice, tu vois, qui est ultra narcissique, en fait genre elle ne s'attarde qu'à l'apparence, et elle est punie quelque part, je vais pas dire divinement, tu vois, mais son trait de caractère, et ça c'est typique des super-héros en fait finalement, tu vois, et du coup en ça aussi c'est une lettre d'amour totale au genre. Je crois que ça vient vraiment de la version Doom Patrol de Morrison en fait, et un peu plus tard de je veux dire le cast, en fait ces traits de caractère, parce qu'on est passé d'un truc
peu plus gaulerie. Ouais, jusqu'à vraiment quelque chose de complètement méta qui finalement fait référence allègrement au Golden Age. Enfin, il y a quand même Flex Mentalo dans ce. Déchire tellement. Voilà, qui donne lieu probablement à la scène la plus drôle de toute la série, voire même de l'année. Non, mais franchement, de tous les trucs de super-héros ever. Enfin, tu vois, j'avais la bouche bée, moi. Si vous avez vu la série, vous savez de quoi je parle. Genre, c'est incroyable. J'ai regardé ça. Attends, parce que je viens de mind blow par rapport à ce que tu dis. Non, n'en révèle pas plus parce que j'en suis. Non, mais en fait, je viens de mind blow que Larry, en fait, il a quelqu'un en lui qu'il déteste. Oui, c'est ça. Oui, bah oui. Je viens de. Et on n'arrête pas de lui dire. Bref. Mais effectivement, oui, non, mais je pense que les personnages. Enfin, moi, je connais pas les Doom Patrol de Morrison, donc je connais pas la teneur des personnages. Je pense que clairement, oui, ils ont essayé de respecter un certain truc, mais c'est vrai que je pense que c'est beaucoup plus facile de faire exactement genre miroir, tu vois, enfin vanité, mocheté, genre de choses. Ouais, c'est un peu plus complexe que ça, mais en tout cas, oui, non, et t'as bien de c'est ça, quoi. Et de toute façon, on voit bien que les personnages, en tout cas, leur passé est exploré davantage. C'est-à-dire que, par exemple, au tout début, on parle du personnage de Robotman qui trompe sa femme avec tout le monde, qui aime sa fille biologique, mais qui n'a, c'est tout, quoi. Et derrière, un peu, ouais. Voilà aussi. Et puis bon, c'est un connard. Hein. Et c'est un gros connard. Et derrière, il est puni, mais parce qu'il peut plus rien sentir. Voilà. Et du coup, comme il était insensible au début, là, il se rend compte de du fait qu'il est vraiment insensible et qu'il n'a plus aucune façon de retrouver sa sensibilité. Et c'est l'acceptation de ça. Et le fait de juxtaposer des blagues avec ça, à chaque fois, ça me faisait chialer, quoi. Je me suis dit, putain, le mec, il n'a pas d'autre choix. Ils ont tous pas d'autre choix. Et tu te dis, ils sont obligés d'accepter leur nouvelle réalité. Et en fait, voilà, tu les vois quand ils viennent d'arriver, tu les vois 20 ans plus tard, et tu dis, bon, bah voilà, c'est bon, ils ont avancé, ils ont accepté. Et juste une dernière chose avant, pas pour tous. Une dernière chose, truc qui m'a agacé, c'est un moment, Robotman, qui donc est dans le corps d'un robot surpuissant, parce qu'il donne une patate, il casse le corps en deux quasiment. À un moment, il essaie de couper une tranche de pain en deux sur une assiette, et tu te dis, mais putain, en 18 ans, t'as pas appris à contrôler ta force? Comment tu mangeais avant? Qu'est-ce qui se passe? Ça va énerver, ça va vraiment énerver. C'est un cerveau, ça mange pas. Il mange pas. Et c'est pas lui qui fait la cuisine, c'est Larry. C'est vrai. Déjà il mange pas, et c'est un de ses regrets d'ailleurs. Il le dit à un moment. Enfin, il dit, tu vois, genre, je peux plus bouffer, je peux plus baiser, je peux plus, tu vois, voilà. Il est juste un cerveau, quoi. Et là, en fait, c'est justement le début d'un moment où lui, il a un arc avec Jane, en fait, où il voit en elle sa fille un petit peu, et donc c'est un petit peu reconquérir sa paternité, et c'est très 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 beau. Ouais, mais c'est très triste. Ouais, bref. C'est très dur de parler de cette série parce qu'en fait on a envie de parler de tous les spoils tellement elle est ouf. De toute façon, pour moi, c'est la meilleure série ever de super-héros. Attends. Ah, bah si, elle sera au Bouya, machin. La BO aussi, elle sera au Bouya, c'est sûr. Et c'est vrai que la musique est cool. La BO est ouf. Et juste pour revenir, tu vois, sur le truc années 50, un peu vieillot. Et en fait, c'est mortel parce que il y a toute cette ambiance, toute cette patte, tu vois, cette texture un peu années 50, années 60, mais complètement remise au goût du jour dans le traitement, avec des sujets, tu vois, comme l'homosexualité, le transgenre aussi. Ils vont traiter du transgenre de façon très sérieuse et très bien amenée, etc. Donc, ouais, c'est ça, c'est mortel. C'est vraiment le mélange parfait du Golden Age et de ce qu'on fait aujourd'hui en comics, quoi. Ouais, je pensais à Robotman là, et je crois que c'est Ben qui n'a pas encore commencé la série qui nous disait ouais non, Robotman, je suis pas convaincu du rendu, etc. Je pense qu'il faut pas s'arrêter aux photos qu'on pu filtrer. Le personnage passe super bien. Et moi, à la limite, je trouve qu'il passe mieux que Cyborg. Ouais. Cyborg, il fait trop technologique, en fait. Il est trop futuriste. Il est même un peu cheap. Tu sens un peu le costume Bioman, mais du coup, qui est intelligemment toujours en survêt, donc caché. Et tu vois la main, la tête, quoi. Mais je pense que Cyborg est plus compliqué à bien rendre que Robotman, du coup. Le truc ouais, non, mais c'est vrai que Robotman, c'est facile, c'est vieillot, c'est désuet. Donc en fait, tu l'identifies tout de suite, quoi. Et tu fais pas attention justement aux finitions. Tellement attachant. Ouais. Ah, mais il est mortel. Et pour rebondir sur la vie générale, entre Titans et cette série, moi je trouve que je sais pas trop où ils vont d'ici. Tu trouves que c'est un grand écart? Ça n'a rien à voir. Enfin, Titans fait très finalement presque un peu teenage, pas trop, mais
Mais ça avait même pas la même couleur, pas la même. J'ai pas du tout le même ressenti, tu vois. Là, j'ai beaucoup d'affection pour les personnages. C'est un groupe que j'aime beaucoup, tu vois. Adoré Titans. Je fais pas partie de ces gens-là. Moi, j'ai pas détesté. Vite décroché. En fait, j'ai pas détesté non plus, mais j'ai quand même assez vite décroché. J'ai une fâcheuse tendance à m'endormir devant. Et là où Doom Patrol, moi, m'a retourné la tête. Mais là, je crois que donc Swamp Thing est en train de commencer et je lis des premières critiques qui sont plutôt bonnes. Ouais, je sais pas. Enfin, bon, en tout cas, globalement, là, si tu veux, avec ces deux séries-là, et sûrement avec Swamp Thing, on peut pas leur retirer le fait qu'ils essayent des trucs, quoi. Ouais, putain, moi, Doom Patrol, là, me fait l'effet que m'avait fait Légion, en fait. Mais peut-être encore mieux, tu vois. Parce que c'est pas que bien réalisé et what the fuck. En fait, c'est quand même aussi. Enfin, je sais pas, j'ai vraiment ressenti des trucs. C'est aussi beaucoup plus comics. Tu vois, les Légions, ça va très bien, c'est une œuvre d'art, tu vois, probablement. Mais t'as plus l'impression de regarder genre un gros film, qui est quand même un peu compliqué. Doom Patrol, il y a le côté aventure et tout, super, un peu light et tout, que moi, j'adhère à mort, quoi. Mais moi, ce que je voulais dire, du coup, c'est qu'entre ces deux séries, je suis assez convaincu par l'univers qui nous amène là, l'univers partagé au moins entre ces deux séries pour le moment. Je sais pas jusqu'où ils vont aller, mais c'est un côté extrêmement adulte parce que les thèmes sont hyper adultes, le langage est adulte, tout ce qui se passe dedans, même le côté recul qu'il faut avoir sur l'univers des comics et sur le méchant qui brise le quatrième mur, etc. Et tout ça, je le trouve hyper adulte. Titan, je le trouvais aussi très adulte, finalement. En tout cas, c'est pas la série de super-héros que j'ai montré à mes enfants. Et je trouve l'univers là, qui nous sort super intéressant. Et moi, je trouve très loin du Arrowverse. Ouais. Le Arrowverse, j'ai jamais accroché. Je trouve ça sympathique, distrayant, mais c'est plus conventionnel dans la. Oui, c'est un feuilleton. C'est très classique. Flash, Arrow, Supergirl. Ouais, alors je vais peut-être me faire des ennemis, mais c'est un petit feuilleton. Ils sont pas beaucoup, un petit peu cheap. Mais là, c'est quelque chose de sérieux, en fait, je trouve. Bien que ce soit très drôle, c'est aussi très sérieux, finalement. Et pour moi, ça marche. C'est de comics, je signe. Ouais, exactement. Je sais pas, à un moment, il y en a un d'entre vous qui a dit, qui a posé la question, est-ce que Titan, c'est plus sérieux que Doom Patrol ou l'inverse ? Et en fait, moi, personnellement, je trouve que Titan, c'est super sérieux. Il y a une volonté d'être très rigide, tu sais, avec Robin qui prend les choses très à cœur et qui va jusqu'au bout des choses. Là, dans Doom Patrol, ils sont toujours... ils peuvent avoir des pensées extrêmes de tristesse, ce genre de choses, mais il y a toujours quelqu'un qui, en étant lui-même, va réussir à aider la personne qui est dans une peine ou dans un problème dans le passé ou je sais pas quoi, à l'aider à surmonter le truc, même si c'est pas une tape dans l'épaule, tu vois, c'est peut-être juste moi dans ma vie j'ai fait ça, j'ai galéré, et toi, ça me parle et je vais mieux. Là dans Titans, c'est toujours conflit, ils se séparent sans arrêt, on sait pas vers où ils vont, il y a plein de gens qui meurent. Il faut venger des gens, les peines sont de longue durée, c'est des vrais traumatismes qui ne partent pas. Il y a un côté très vif, très... Je pense que les thèmes sont différents. Viscéral. Mais l'univers en lui-même, je trouve cohérent. Et moi, il me plaît, quoi. J'ai hâte de voir la suite. Doom Patrol apporte quand même un côté vachement what the fuck à l'univers, quoi. Oui. Tu vois, là, quand même, ils se permettent des choses qui sont quand même bien barrées, quoi. En fait, je suis en train de me dire que DC arrive à faire à la télé ce que Marvel arrive à faire au cinéma et qu'elle n'arrive plus à faire à la télé. Pour moi, c'est exactement ce que je me suis dit. Pour moi, ces deux séries-là, c'est ça, quoi. Donc, je suis curieux de voir la suite. En espérant que on ait d'autres petites perles comme ça, parce qu'en plus, c'est court, c'est rigolo, c'est bien fait. Et ça va être bientôt disponible en France légalement. Donc, jetez-vous dessus. On va bientôt se dire au revoir dans 3, 2, 1. Au revoir. Il faut regarder Doom Patrol, vous êtes obligé de la regarder. Oui, on fera contrôle dans 2 semaines. Je veux bien la regarder avec vous une deuxième fois. On se donne rendez-vous dans 2 semaines avec un S. Attends, j'écris. 2 semaines. Le 21 juin. Il y a moyen qu'on parle d'un film qui se fait descendre. Je l'ai. Là, on a le droit de rigoler. Excellent. Pour une nouvelle 1h30 de discussion autour des comics et de leurs univers. J'ai écrit la fin. Je sais pas pourquoi je l'ai écrit. Retrouvez tous les anciens épisodes sur Spotify. En fait, j'écris toujours, mais je lis pas. Que tu l'écris, c'est pas un problème, c'est que tu la lis. Écoute, c'est ça le problème. Tous les épisodes sur Spotify, Apple Podcasts, Pocket Cast, Podcast Addict et les autres, parce que je connais pas les noms et puis que ça me saoule. Sur Magellan avec un J. Putain, je crois qu'aujourd'hui, c'est la première fois que j'ai vu l'orthographe. Un J, un seul L. C'est horrible. Donc en fait, c'est Magellan en langage SMS, c'est ça. Merci Thomas Brunet, là, Hervé Mallet, Radio France, là. Comment il s'appelle le mec qui a fait ça? On va se faire Mathieu Jantet. Mathieu Galet. Jantet, c'est un peu. Je suis pas avec eux, moi. Le mec qui avait refait la lomberie. Il a plus de pouvoir, il avait de l'argent. Le mec qui avait fait refaire sa moquette dans le bureau, là. C'est ça. C'est ça. C'est vrai? Ouais.
Voilà. Je juge pas. Je juge Ne pas. continue pas. Et rejoignez-nous sur les réseaux sociaux, Twitter et Facebook, le Bouya Comics Club. Nous, on se dit au revoir. On va dire au revoir au chroniqueur. Au revoir, Grégo. Ouais. Oh là. Salut, Je à la fais exprès. prochaine. Retrouvez-moi sur @grégocentrique sur Twitter. C'est tout. Et non, retrouvez-moi sur LinkedIn. Si vous avez du travail, ça m'intéresse. N'importe quoi, bien payé, je signe. Ouais. Leak de leak. Bonne chance dans cette direction. Ben ouais. On va dire au revoir à Queutrus parce qu'il y a le micro. Au revoir. Et on te retrouve où? À Queutrus? Non, t'es On pas sur Twitter. retrouve dans Whisperos. On ne sait pas quand est-ce qu'on enregistre le Non, prochain d'ailleurs. qu'on en parle. Dans le Contrecast aussi qui va sortir la semaine prochaine. Oh. Et puis voilà. Puis dans le Bouya Comics Club. Et toi, Nivrae, où est-ce qu'on te retrouve? Sur Twitter, @Nivrae. Je crois que c'était ta phrase et genre Sur, tu te fous de la gueule sur de qui? le podcast Netflixers. Voilà, En essentiellement. fait, est-ce qu'on peut dire que tu es un peu la podcastosphère à toi, seul? Je sais pas, il y a quelqu'un qui m'a contacté en DM. Yes, ça dirait pas on fait un podcast, je sais pas qui c'est. Donc du coup, je sais pas. Ça se trouve encore autre part. Ah. Mais je ne sais pas, peut-être. Eh ben, tu nous tiendras au courant, Madame Mille Casquettes. Et moi, vous me trouvez @ekbeurre2kko. Non, j'ai changé. Et quelqu'un est venu. Putain, ça m'a J'ai saoulé. pensé à un nouveau pseudo. Ce serait Eucalyptus. Qu'est-ce que t'en penses? J'y ai déjà pensé, mais Ouais. comme j'aime pas trop le vert. Bon. Il Alors. est habillé en vert. Ouais, Qu'est-ce que je veux dire? magnifique. Eric porte un Écartelé. polo vert. Non, c'est du kaki. Ah, c'est kaki. Kaki, C'est c'est pas tout à vert. fait pareil. Et dans l'obscurité, ça se voit. Il y a du vert sur ton fond d'écran. Et ton casque est vert. Ton casque est vert. Non, il est kaki lui aussi. Autre chose à rajouter avant la fin de cette Non, c'est voir fini, ton c'est slip. terminé. Mon slip, je crois qu'il est bleu. Si, achetez Vectronome, c'est vraiment très bien. Ah oui, mais c'est trop bien, oui. Achetez Vectron. Si vous avez aimé Chernobyl. Alors, parce qu'en fait, comme c'est tout ça, Chernobyl, oui. Alors j'ai joué les deux en même temps, c'est très compliqué. Hein. Ah ouais. Jet Love là, putain. Bah, tu peux pas, t'es obligé d'avoir le son pour jouer avec Tronome. Tu Ouais, peux faire non. autre chose. Non, putain, je m'étais énervé sur Twitter. Les mecs, si vous voulez faire Séance coup de gueule. T'as un petit jingle pour une émission, une série dans un pays. Vous avez deux solutions. Soit vous prenez des gens de votre pays parce que c'est plus facile à tourner dans cette langue et que c'est plus authentique que vous préférez, parce que vous voulez faire jouer un tel ou un tel. Ouais. Soit vous prenez des gens sur place et vous les faites jouer Ouais, avec oui, leur bon, accent. Ok. Ok. Quand t'es en Ukraine et que tu mets que des Anglais dans les comédiens, tu les fais jouer avec le même accent pour qu'on comprenne que les gens viennent du même endroit. Ok. Ouais. Vous avez compris? Ouais. Donc, pourquoi est-ce que tu viens nous rajouter un personnage qui parle un peu comme ça, comme bonjour, je suis Luce? Ouais. Pourquoi moi j'ai rien Dans rajouté? quoi Non, mais C'est dans pas toi qui l'as Tchernobyl, rajouté, en fait, c'est ils sûr. rajoutent des personnages qui ont des accents qui sont pas les mêmes que les gens du même pays. Je peux encore regarder, me spoil pas. Non, mais je vais Eh ben- pas te dire. Alors, à la fin, Écoute, justement, même ça au tombe bien début- parce que À au début, un moment, ça explose. ça c'est pète. Et personne ne sait Spoil. pourquoi. l'auteur de la série nous écoute et je pense que tu auras Le temps de la sa série de réaction. Tchernobyl. Ouais. Ah là là. Il y a en série, il y a Dark Crystal aussi qui va sortir. Oui. Qui est sorti, Le nom non est trop C'est edgy. sorti, ça y est Le nom est 5 beaucoup juin, trop edgy. Dark Crystal, c'était un super aujourd'hui film 5. de ouf. Eh ben, c'est D'animation avec des marionnettes. Ils ont sorti des comics il y a pas longtemps aussi, il faudra qu'on Ouais. en parle. Chez Et Mon là, ils Studio. sortent la série qui est encore avec des marionnettes, mais aussi de la 3D, et ça va être complètement ouf. Mais est-ce que c'est des Regardez. marionnettes comme Le trailer est pas dans mal. Team America ou Non. Non, c'est Ah. c'est des marionnettes comme dans Dark Crystal. Parce c'est qu'il y a pas que qu'on fait ça. Ouais. Elles sont belles en plus. Mais vous avez tous vu le truc, c'est quoi ça? Mais Dark Mais Crystal, Mais c'est Dark mortel. Crystal, Faut le absolument film, voir. au moins le film. Je sais même pas ce que c'est. Oh là 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 là. Il est sur Netflix. 140 caractères tout de Normalement, suite. il est sur Netflix. hein. Attends, tu vas nous dire que t'as pas vu Princess Bride non plus? T'as pas Alors, vu Princess Bride? Ça, c'est le genre de truc que je dois regarder, mais c'est comme Indiana Jones, Voilà. j'en ai rien à Et la faire. caverne de Il la l'a Rose dit. d'Or? Ils en ont déjà parlé, que j'ai toujours pas vu, mais je connais la comédienne qui Non, vient c'est dans pas ma du tout le librairie. même niveau. Oui. Pardon Quoi Alessandra, quelque chose? Alexandra Kazan? Non. Non mais c'était trop. Je pense que tu sais il y a pas longtemps sur Twitter il y a eu un truc genre premier crush. Je pense que mon premier Ouais, crush c'est c'est- la meuf de la caverne à la Je suis Rose. assez Eh bien, d'accord. si elle m'écoute, ce qui m'étonnerait beaucoup, elle est super gentille. Elle est tigeante de ouf. Elle est adorable. T'as ses elle est- horaires. À quelle heure elle vient Elle vient sur Quel le jour mercredi. Alors, je peux pas. Non, en fait, faut pas que je dise ça. Vas-y, mercredi prochain, on campe. Moi, il y avait Marie-Ange Nardi aussi. J'avoue.